Ils sont partis dans les couloirs du Salut temps. les amis, nouvel épisode des couloirs du catch, ça faisait longtemps. Comment tu vas Messaya? Ça va très bien, toujours malade, pour pas changer. Comme d'habitude. Bon, la dernière fois t'avais fait pas mal de coups de trompette, hein. Tu pourras me prévenir à l'avance? Ouais, tu pourrais le dire, ouais, mais ça risque il y en a qui vont passer, je pense. Ok. Alors aujourd'hui c'est une émission qui est extrêmement importante pour toi. On est sur un de tes catcheurs préférés. Mais, On est sur Edge. yes. Moi c'est un catcheur que j'adore aussi, qui a marqué ma jeunesse de fan de catch, j'ai envie de dire. Et qui a marqué énormément la génération MT1 parce que c'était l'un des plus gros heals, voire déjà le plus gros heal de SmackDown. C'est clair. Moi j'aime beaucoup Edge, je suis content qu'on en parle. Et puis on va parler aussi un petit peu de la suite de après aussi ce qui s'est passé. Je parlerai un peu de sa carrière post-WWE, donc un peu la WWE. Ouais. On en parlera un petit peu. Mais sinon on va tout retracer depuis le début. Allez, c'est parti. Avant qu'on commence, les amis, je compte sur vous, hein, comme d'habitude, hein, une fois n'est pas coutume, on va répéter. Les j'aime, les commentaires, Et les n'oubliez pas la abonnements. cloche. Et vas-y, N'oubliez pas la cloche. c'est important parce que pour nous, c'est ce qui nous fera grandir et ce qui va nous faire continuer nos émissions. Surtout qu'on a plein de sujets. Là, c'est Edge. Et sur la prochaine saison, il y aura certainement son acolyte, Christian, ouais. Christian. Donc, Qui sont qui ont pas une carrière si rapprochée que ça en plus. ouais, elle Donc, s'est pas elle s'est pas suivie, elle s'est beaucoup éloignée, hein. Beaucoup éloigné. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, Edge, Adam Copeland. Yes. Il a 51 ans, il est dans sa 51e année, le copain. C'est quand même, ça me fait un peu bizarre quand je commence à prendre les dates de naissance de tous les mecs à qui on fait des émissions et de me dire que maintenant, ils sont de plus en plus vieux. Bah oui, bah. Tu vois, le Big Le Show, temps c'est avance. 53, Edge est 51, Triple H est 55, je crois. On commence à se faire vieux aussi, nous, hein. Oui, bah oui, nous, oui, clairement. Donc, Edge, c'est un Canadien, Yes. de son vrai nom, Adam Copeland. Qu'est-ce que sur son début de carrière, donc du coup moi j'ai vu qu'en fait il avait gagné un concours au Toronto Sun, donc je pense que c'est le journal local. C'est ça. Il a pu se faire entraîner par deux catcheurs locaux, j'ai plus les noms des catcheurs en tête. Et c'est ce qui lui a mis le pied à l'étrier du catch en fait. C'est ça, parce que c'est un gros fan de catch. Ça a toujours été. Un énorme fan de catch, un gros Hulkamaniac. Ouais, bah on y reviendra. Donc fan de Hulk Hogan, il était dans le public durant la défaite de Hulk Hogan face à l'Ultimate Warrior. Ils avaient montré des photos, non Des photos, on le voit dans le public. On le voit dans le public, ouais. Lui de toute façon, son seul objectif de vie c'était de faire du catch. Oui. Et son autre passion, et il a pu le faire plus tard, et il avait déjà commencé à l'époque, c'est tenir des radios. Ouais. C'est un homme de radio, en fait. Ouais, bah très beau podcasteur avec son ami Christian aussi. C'est ça, mais il a tenu beaucoup de chaînes de chaînes de radio, comme ça s'appelle au Canada. Ok. Donc des Animateur ou animateurs, ouais, animateur radio, ouais. Vraiment, ça, il a toujours été passionné par ça. Ok. Pendant que Messaya se mouche, je sais aussi qu'il a fait un petit peu de film et d'acting parce qu'il a joué aussi dans la série Viking. Oui, mais ça c'est bien plus tard. C'est bien, non, mais bon, c'était pendant que tu te mouches parce que moi je peux pas trop parler sans ta présence. Hein. C'est toi Ouais. le chef, c'est toi l'expert. Donc du coup, je sais il fait quelques matchs sur des circuits indépendants sous un nom assez incroyable, Qui est The Sexton Arcastle. Et c'est ça, Sexton Castle. Donc grosse dédicace encore une fois à Sturi, qui a mis ce nom en popularité sur sa chaîne. Ah ouais. Oui, sur son let's play de la ECW sur TEW. Donc il avait recruté Edge dans le jeu. Là, c'est le football manager du catch Ok. TEW. Et en fait, il lui a donné ce nom-là à la ECW. Bah qui était son vrai nom finalement. Voilà, donc si on traduisait, comme il dit, ça fait Sacristain Château dur. Ouais. Et il était déjà en équipe avec ce nom-là, avec son meilleur ami qui est Christian. Et moi j'ai vu avec aussi Joe Legend. Oui, un grand catcheur canadien, québécois même, John Legend, il me semble. Joe. Joe Legend, ouais, qui a beaucoup catché en France, Ok. de ce que j'ai lu et vu. Et pour revenir sur la petite équipe entre Sexton Castle et Christian Cage, il se faisait appeler les Suicides Blondes. D'accord. Ouais, parce que un packaging incroyable pour le mi-90, hein. Les longs cheveux blonds là des deux. Ah. Et on va en parler plusieurs fois dans la vidéo. J'avais déjà fait mention là dans la vidéo sur Matardi. Il est très beau. Ouais, Edge est beau. Ouais. Il est beau, il a un physique élancé, donc il est très grand. Il était bien musclé à l'époque. Vraiment, tout ce qui est autour de lui au niveau physique, il n'y a rien à chier. On est sur un mec qui fait 1m96, Ouais. ce qui est une belle taille. Ce qui est très grand. Et puis bon, les poids, c'est toujours un peu difficile à savoir parce que les poids, Je de pense toute qu'il façon, devait ça tourner varie. au début de carrière, il devait tourner aux alentours des 110 kilos. Ouais, ça doit être ça. 100, Ouais. 110 kilos. Quoi. Ouais, je pense que t'es pas loin. Ouais. J'ai vu aussi qu'il catchait un
tout petit peu à la WCW. C'est pas resté longtemps parce que c'est encore un des multiples exemples où le mec ne voulait pas être là. Non, lui, de toute façon, son rêve, c'était la WWE. Voilà, il était grand fan de la WWF, il ne voulait aller que là-haut. Donc il a caché la WCW sous le nom de Diamond Striker, je crois. Il y a rien de marquant. Non, c'est deux matchs. Il y a rien à dire. Vraiment, il y a rien à dire. C'est 2 matchs. Ouais. Et après, Il se fait signer. Et pour vous dire que dès qu'ils l'ont vu, tout de suite, ça devait être un énorme projet. Tout de suite. D'accord. C'est vraiment l'un des catcheurs jeunes qu'ils ont recruté. Pour eux, ils devaient l'envoyer aux étoiles. C'était écrit. On y reviendra dans l'émission que ça sera pas tout de suite et que ça va prendre du temps. Lui, ça aura pris du temps. Lui, justement, pour une fois, ils ont fait preuve de patience avec lui. De patience ou de raté aussi. Parce qu'il s'est blessé aussi, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures et qu'en fait, quand ils ont voulu le pousser à certains moments, en fait, c'était pas ce que les gens voulaient ou c'était pas le bon moment. Pas le bon moment, il avait pas forcément sa place en main event, des trucs comme ça. On y reviendra. Et pour vous dire à quel point c'est un projet, c'est l'un des rares gars recrutés dans les jeunes à qui la WWE a tout payé pour lui. Ils lui ont payé toutes ses dettes d'études et la fin de ses études. Ce qui est quand même des grosses sommes aux États-Unis, quand même. Hein. Quand on fait des bonnes études dans des bonnes universités, c'est pas donné. Hein. Donc je sais qu'avant de s'engager avec la WWF à l'époque, parce que c'était pas encore là, excusez-moi, il était composé d'un clan, il faisait partie d'un clan, les Sex and Violence, où justement on retrouve Joe Legend, Art Castle, donc c'est lui, Edge. Christian Cage, oui, donc Christian, Bloody Bill Scullon, excuse-moi si je le prononce mal, je le connais pas, et Rhino. Et Rhino, donc ça veut dire que, là tu m'apprends quelque chose, je le savais pas. Donc ça veut dire que quand Edge et Christian, ils ont eu Rhino en tant qu'enforceur, ils le connaissaient déjà. Ils étaient déjà mis ensemble. Déjà. Ah, alors là, on est fin des années 96-97. Petite blague, Rhino, il aurait dû apprendre à Edge comment faire un bon spear. Mais alors peut-être, parce qu'on va tout de suite se prendre de la hit par rapport à la génération interne. T'es pas un grand fan des spears de Edge? Non, mais même la génération interne ne va pas me contredire. Le spear de Edge, il est bien que sur Dolph Ziggler, Rey Mysterio et Jeff Hardy, parce que c'est des gens qui bumpent comme des porcs. Ouais. Parce que c'est un très mauvais spear. Quand il reviendra en 2020, il commencera à les faire un peu mieux. Ok. Il commencera à comprendre qu'il faut se projeter ses jambes quand on le fait. Parce qu'on avait l'impression que c'était un coup de la corde à linge au ventre. Si vous voyez un peu l'image. Avec un pote, on a toujours trouvé son spear ridicule. Ça change pas que, comme j'ai dit, c'est un de mes catcheurs préférés. Et qu'en fait, ça rentrait un peu quand il a été dans lâche, opportuniste et tout ça. Je trouvais qu'en fait, son spear, c'était un spear de lâche et d'opportuniste. Ça lui allait bien. Ça lui allait bien, en fait. Tu te rappelles de son début de carrière à la WWE? Oui. Alors vas-y. Alors déjà, on va parler d'un autre running gag de la chaîne. On va parler de notre ami Vince Russo. Ok. Parce qu'en fait, Edge, quand il arrive, donc, ils y croyaient, hein, tout l'office et tout ça, mais il a tapé dans l'œil de Vince Russo. Et il arrive solo. Solo. Quand il commence pas en équipe avec Christian. Non. Et en fait, avant ses premiers packages, on le fait catcher pour le titre intercontinental face à Owen Hart. Ok. Dans très peu de temps après qu'il commence, en fait, c'est pour un peu tester les os. C'est quoi? C'est des Usos, c'est des. Il me semble que c'est je sais plus si c'est pas un dark match de pay-per-view. D'accord. Je pense que c'est un dark match de pay-per-view. Et qui perd, mais juste on voulait tester un peu les os. Et plus tard même, on va lui donner le titre pendant quelques jours, pareil pour tester. Mais il s'appelle tout de suite Edge en arrivant. Tout de suite Edge. Il y a pas eu 125 noms ou 125 gimmicks. Petite anecdote sur son nom. Et c'est bizarre quand on voit ce qu'il va choisir comme nom à la EW bien plus tard, c'est ça qui est très bizarre, c'est que il n'aimait pas le nom. Alors que pourtant Edge, je trouve que ça pète. Et mais lui, le rasoir. Ça, je sais qu'il aurait voulu un nom qui pouvait chanter comme Y2J, comme HBK, comme. Voilà, il voulait 3 syllabes dans son nom parce que c'était plus facile pour chanter pour les fans, alors que Edge, c'était compliqué. Mais au final, ça lui a bien collé à la peau et ce nom est top. Franchement, pour un nom à 4 lettres, une syllabe, c'est reconnaissable. Hein. Et ça, c'est marquant, je trouve. Donc, on tente de faire les os, de le faire marcher, comme je dis. Donc, sa gimmick, c'est une gimmick faite par Rousseau, c'est un solitaire. Un homme un peu mystérieux, solitaire. On le voit dans son titantron, où on sait pas trop ce qu'il fait. Il traîne dans les rues, il a un long manteau. On voit pas spécialement son visage, même, je crois. Si, on le voit, mais dans la pénombre. Et ouais, voilà. Ça. Mais comme c'est souvent une idée à Rousseau, il y a un bon packaging, mais par contre, au niveau de la profondeur... ça mène nulle part. Ça mène nulle part, on s'assoit un peu dessus. Il commence un peu des rivalités autour, justement, du titre intercontinental. Donc, face à des Jeff Jarrett, face à des Owen Hart, tout ça, donc des mecs quand même assez
assez vétéran, Moi, j'ai vu aussi et d'autres qu'il- Canadiens en plus. J'ai vu aussi qu'il avait été en équipe avec Sable face à Marc Mero et sa compagne ou un truc comme Oui, ça. c'est ça. Donc en fait, au début, il a un peu des rivalités pas très très importantes, un peu en low card, mid card. Il affronte, comme j'ai dit, un petit intercontinental Jeff Jarrett, il le bat, mais ça dure qu'une seule journée, je crois, ou qu'une semaine. Et il y a quelqu'un qui apparaît dans l'un de ses matchs, un sosie. Et on se demande qu'est-ce que c'est, quelqu'un en plus qui lui coûte un peu le match et tout ça. Et en fait, il s'avère que c'est Christian Cage. Donc ils avaient un peu la même coupe à l'époque, donc il Ouais, avait ouais. les lunettes et tout ça. Et Il y a en fait, déjà c'est déjà humoristique ou pas encore? pas du tout, pas du tout. Leur gimmick de début, ils étaient pas encore les goofy surfeurs. Ça, Ah, j'aime bien quand ils font leur gimmick dans les. on y reviendra. Ah, ça j'adore. On y reviendra. Et en fait, ils vont très vite être associés à Gangrel. Ouais. Parce qu'en fait, comme ils ont des grands sourires, surtout Edge, il a un énorme sourire avec ses dents qui ressort bien, ça faisait un peu sourire de vampire. Donc on l'associe à Gangrel. Gangrel, c'est. Explique parce que moi je sais, mais explique un peu. Ah, Gangrel, c'est un personnage de vampire. Ouais. Un personnage de vampire qui a son nom lui appartient. Gangrel lui appartient même. Ouais, avec comme c'est ici. ILTM à côté. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un gros personnage. C'est en fait, c'est un personnage de comics, Gangrel. Clairement. Le mec a tout fait ce packaging autour. Il a les dents de vampire qu'il a vraiment été faire chez le dentiste. Donc ce sont ses vraies dents, c'est pas des fausses dents. Hein. C'est des dents qu'on lui a pointées en. Il s'appelle Gangrel aussi? Je sais pas, je pense pas. Parce que bon, il y a peut-être un mec en Amérique qui s'occupait des dossiers de. de catcheurs qui ont pris leur nom de catcheur. de Gangrel. C'est le même mec, tu sais. Le mec, je sais pas. Et ça restera un de ses amis proches. Ouais. Parce qu'il le fera apparaître plusieurs fois. Ok. Plus tard, bien plus tard. C'est The Brood. C'est The Brood, c'est le The Brood. Alors, c'est le song. ouais, mais est-ce que tu es d'accord de dire que quand la WWE le classe dans le meilleur theme song de l'histoire, non, ils exagèrent quand même. Ah si. Carrément? Ah si, le theme song il est exceptionnel. Ouais, mais Par contre, de les classer dans le meilleur clan d'histoire, c'est pas vrai. Ça, ouais, voilà, on est d'accord. Mais le theme song, moi, je trouve. Ah, il est ouf. Ouais, Ah, voilà. oui, franchement, au niveau de la sonorité et tout, il est intestable. Je l'aurais bien mis, tu vois, si on avait le droit, je l'aurais mis en fond à ce moment-là de la vidéo, histoire que les gens l'entendent. Le problème, c'est que sinon, on va se faire striker. Allez l'écouter, vous allez voir, il est top. Ouais. Et surtout que Edge l'a utilisé dans son post-retour 2020. Ouais. Donc il est très bien. Même on pensait que là, il allait avoir Gangrel une fois. Oui, mais du coup, à la WWE, ils l'ont jamais fait. À la WWE, ils ont fait venir Gangrel. Super. C'est ce que je voulais te dire plus tard. Donc ils ont ce run avec Gangrel où ils deviennent après des hommes de match du Ministre of Darkness aux alentours de WrestleMania 15. C'est eux qui apparaissent en haut de l'île Sel pour pendre le Big Boss Man après le D'accord. champion Undertaker. D'accord. Voilà. C'est une catastrophe ce truc aussi. Quand tu l'as dit, déjà, je me suis dit où ça devait être bien. Ah non, c'était pas bien. L'un des pires matchs de Taker et l'un des pires Ellie Sel tout court. Comme quoi, il en a fait quelques mauvais des Ellie Ah oui. Bon, il en a refait un autre contre CM Punk à cause du booking aussi. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc après ça, ils rentrent, ils sont travaillés par Gangrel. Ils ont, je crois pas qu'ils tournent vraiment face en plus. C'est là où Gangrel, il prend des autres personnages pour jouer. Il prend les Hardy Boys. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'était le New Brood. Le New Brood qui a pas duré longtemps. De toute façon, on va pas redire notre gimmick habituel. Voilà, et j'en ai parlé dans la vidéo sur Matt Hardy, donc là on va en reparler. Ça va amener à ce fameux match par équipe à No Mercy, 98, entre Edge et Christian et les Hardy Boys qui ont commencé la révolution des matchs par équipe. C'est ce match qui a tout lancé. On en avait parlé. Déjà parlé, où il gagnait même pas à titre, que la victoire c'était d'avoir Terry Runnell en manager. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'était pas terrible. La condition féminine, on se la taille en bisous. Comme on répète souvent. Exactement. Et en fait, ces mecs-là vont jamais se lâcher ils vont pas se lâcher pendant très longtemps. Donc là, tu parles Edge, Christian d'un côté et les Hardy de l'autre. Les Hardy Boys, on va pas faire de grosse chronologie parce Le que New Brood, ça a duré quoi, 2 mois? 3 mois? Ouais, pas longtemps. Il y a les Dudley Boys qui vont s'accrocher à ce truc-là, à ce, Cette rivalité. Cette rivalité, voilà, donc c'est magique, hein, les 3 équipes, et ça va amener à leur match. Déjà qu'ils avaient fait un match échelle incroyable à 2 contre 2, ils vont faire un match à l'échelle incroyable en 3 contre 3, 2 contre 2 contre 2 contre 2. Donc un match à 6. Donc le match à SummerSlam. Parce que là, t'as dit 8. 2 contre 2 contre 2 contre 2. 2 contre 2 contre 2. Ça fait, oui, bref. Désolé. Et ça va donner, en fait, les prémices du TLC. Ouais. Voilà. Donc, le match à l'échelle de WrestleMania. Qui est l'un des meilleurs matchs de l'échelle de l'histoire. Oui. On est C'est d'accord. déjà un TLC déguisé, au final. Là, dans leurs personnages, ils sont comment? Ils sont toujours un peu les loners, un peu dark. Il n'y a pas encore de goofitude, alors. Pas tout de suite. Ça arrivera après.
avec les 5 second pause ou les trucs comme ça. On va en parler juste après parce que ça arrive très vite après. Ok. Mais à WrestleMania 2000, ils sont encore un peu l'honneur, quoi. Et Vraiment. c'est là, par contre, ils sont que, là, il n'y a pas encore les aides de Lita pour les Hardy. Non, il y a C'est pas encore ça. C'est encore. on est quand même encore dans du serious business. On est plus dans du serious business et en fait, ce qui va amener à le TLC à SummerSlam, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'ils ont chacun une spécialité au niveau des objets. Les Hardy Boys sont les échelles, les Dudley Boys sont les tables et eux ce sont les chaises. En lançant cette prise qui est encore mythique aujourd'hui, qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Le concerto. Les concertos. Au début, ils le faisaient à deux. Donc c'était de prendre la tête du mec debout et lui mettre chacun un coup de chaise. C'était bien ça pour les commotions. Ah oui, c'est comme je l'avais déjà dit quand on parlait de ces matchs-là, c'est trop violent quoi. C'est vraiment des bourrins, aucun respect pour. C'est pas pour rien que la santé de tous ces mecs-là, elle a été balbutiante quand même malgré tout. Hein. C'est qu'elle est partie en cacahuète. Hein. Je rappelle que Edge et Christian ne devaient plus jamais catcher. Hein. Et quand on voit les Hardy Boys, là, ils se débrouillent encore, mais ils ont bien mangé aussi. Puis les Dudley, ils ont réussi à bien se tenir. Ouais, parce que je crois qu'il y en a un qui est plus, par contre. Devon ne catche plus. Devon ne catche plus du tout parce qu'il est plus vraiment. Voilà, de barré, on voit qu'il y en a qui commencent à vieillir aussi. Ah bah après, ils ont tous la cinquantaine. Ouais, c'est ça. Et après le Edge, comme j'ai dit, il va réutiliser le concerto, mais en solo. En posant la chaise sur le sol, en mettant le mec dessus. C'est ce match-là où il y a le fameux spear sur Jeff Hardy. Non, ça va s'amener à 17. Excuse-moi, là. On va y venir. Donc déjà, à partir de ce moment-là, si je me trompe pas dans la chronologie, ils vont commencer à avoir leur passage un peu de clown. Ah, ça, j'aime bien. Donc ça devient des surfeurs. Un peu le sans les, planche. Les lunettes énormes. Les lunettes de Christian, allez voir, franchement. Elles sont plus grosses que sa tête, elles sont exceptionnelles. Les deux, en fait, ils commencent à faire des promos et ils lancent le 5 second pause. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est quand ils font leur promo dans le ring, ils disent on va vous laisser 5 secondes où tout doit crépiter, prenez les photos avec les anciens Polaroid. Et ils font des trucs à la con. Ils font des positions de gogol, vraiment avec Igma, ils se moquent un peu de Scott Hall, de gens. C'est pas là, c'est là aussi, c'est dans ces segments-là où ils se moquent de la ville où ils sont. C'est là où ils sont aux États-Unis. C'est ça, c'est tous des paysans. Pour moi, les deux plus marquants des promos des Jay Christian Goofy, c'est quand ils sont à Memphis et qu'ils font que Christian c'est Fat Elvis, que Edge c'est Very Fat Elvis. Donc ils ont et qu'ils ont des costumes où vraiment tout gonflé comme ça et tout, c'est exceptionnel. Le public devient fou. Oui, parce que toi t'es à Memphis, quoi. Voilà, donc c'est très marrant. Et où ils sont dans un patelin de redneck, je sais plus lequel, et que Edge il s'est noirci les chicots, il a des faux chicots, et Up Yard, enjoy it, où vraiment il parle vraiment comme un paysan. Comme un énorme paysan, il a le gros chapeau de paille, l'autre il a le banjo, vraiment il a la paille dans la bouche. Vraiment, on se moque complètement du public, quoi. Ils sont bons, là, les segments-là sont terribles. Les segments sont vraiment très marrants. C'est peut-être aussi ce qui les différencie des deux autres équipes. Oui. Parce que les Dudley Boys c'est quand même assez sérieux. Et les Hardy Boys, c'est vraiment dans leur, c'est dans leur attitude. Où ils sont flashy, ouais. Où ils sont flashy, mais il n'y a pas les mêmes interactions avec le public qu'il peut y avoir. Ils sont pas comiques. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que eux, t'es mort de rire. Voilà, mort de rire, vraiment, on leur a laissé la liberté là-dessus. Le Fat Elvis, le Very Fat Elvis, moi, chaque fois, je vois la vidéo, je pleure. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Il y a une vidéo aussi ultra marrante où ils montrent les Hardy Boys vieux aussi, qui est génial. Donc en fait, ils se foutent de la gueule des Hardy Boys et en fait, ils montrent un packaging où les deux sont déguisés en vieux Jeff Hardy, vieux Matt Hardy, ou je crois que c'est Jeff Hardy qui a Parkinson, donc quand il se lève pour faire le signe des Hardy Boys, ils trempent de partout. Ah bah de toute façon, Edge, je me demande s'ils me prennent pas une vieille comme Mae Young pour faire Lita, quoi. C'est un truc comme ça. Moi, Edge, de toute façon, il a un de mes segments qui me fera le plus rigoler de toute l'histoire du catch. Là. On en reparlera après. On en reparlera, tu me le rediras. Avec Kurt Angle. Ah bah oui, on va y arriver très vite. Celui-là, c'est magique. On va y arriver très vite. Donc il y a WrestleMania 17 qui est le TLC exceptionnel. Donc c'est celui-là où il y a le fameux spear de Edge, ouais, du haut de l'échelle avec Jeff Hardy qui accroche aux ceintures. Donc top, parfait. En plus, comme j'ai dit, c'est les gros porcs qui gagnent à chaque fois. C'est eux qui gagnent tout le temps. Pratiquement tout le temps. Ouais, ben les trois premiers, ceux qui ouais. Parce que ils arrivent à la fin et ils volent le match, quoi. Après un bum de fou de chacun et puis. Oui, mais ils ont morflé quand même pendant le match. Oh, bien sûr. Ils venaient pas en tant qu'opportunistes. Ils ont quand même donné leur corps à la science. Ils viennent en tant qu'opportunistes, mais dans le match, tout le monde. Oui, dans leur match, ils mettent quand même. C'est à ce moment-là où il y a Christian qui est avec eux. Non. Rhino qui est avec eux. Et c'est là où ça commence aussi avec Kurt Angle. Parce qu'en fait, pendant un moment, c'est même la team ECKR. Donc Edge, Christian, Kurt, Rhino. Donc il y avait le but, c'était de commencer Christian. Je te pose des questions parce que moi je connais moins toutes ces périodes-là. Angle quand il est là, c'est pour un petit peu push Edge. Angle est déjà. Bah, c'est ça qui est fou alors que Kurt Angle, ça fait que deux ans qu'il est là. Hein.
Ça fait 3 ans qu'il est là, mais on a l'impression que ça fait 10 ans. C'est quoi, on est en quelle année, là? 2000? On est en 2000, ouais. En 2000, ouais. On est entre, ouais, c'est ça. Entre 2000 et 2001. Donc, ouais, c'est ça, entre deux. Bah, non, WrestleMania, il est en 2001. Donc, c'est avant l'invasion, de toute façon. Donc, c'est en 2001. Et en fait, on se sert de Kurt Angle pour pousser un jeune. Alors que, comme j'ai dit, il est aussi techniquement rookie, Kurt Angle. Il est tellement exceptionnel. Et mais Kurt Angle, il fait partie de ces mecs qui ont eu un truc, voilà, on en parlera. En 2-3 ans, ils ont tout fait. Il a tout fait. Et en fait, Edge se sert de Kurt Angle. Edge et Christian se servent de Kurt Angle comme un clown, en fait. Ils se foutent vite de sa gueule, quoi. Le mec est là pour les aider, un peu les coucher et tout ça, et en fait, eux, ils se moquent de lui, quoi. Et Kurt Angle, il est très fort pour ça. Il est très fort, hein, il aime bien faire le guignol, les 5 secondes pause avec lui, elles sont très drôles. Le mec, il est à l'OS complet. Et c'est là, et on va parler de ton segment préféré. Ah ouais, là, j'adore. Edge pour se moquer de Kurt, parce que, en fait, commence ce qui va lancer un chant qui va suivre Kurt Angle durant toute sa carrière. Ouais, le You Suck, c'est Edge. C'est Edge, ça vient de Edge. Donc, en fait, il faut un segment où il vient s'excuser parce qu'il lui a coûté un match, ou je sais plus trop quoi. Et il dit, ah, tu te moques de moi et tout. Il fait, mais non, on est potes et tout. Regarde, j'ai pris des photos de ta carrière, des photos qu'on a pris ensemble, c'est très important. Et donc, du coup, ils ont refait plus tard, en plus. Il lui montre la photo et en fait, c'est des grosses photos. Kurt Angle les prend. Et en fait, comme il lève les photos devant sa tête, Edge a écrit derrière. Donc, il y a que la caméra et le public qui voit les saloperies qu'il a écrit. Donc, tu crains, you suck vraiment, et Kurt, il fait, ah ouais, c'est génial, là, j'étais en train de faire un Kellogg, c'était génial et tout, j'ai défoncé, machin. Et derrière, il y a une saloperie et tout le monde se fout de sa gueule. Et à l'entrée suivante Kurt Angle, il y a le chant You Suck. Oui, ça commence. C'est Edge, c'est à cause d'Edge. Non, ce qui a lancé le chant You Suck, c'est, justement, ils ont une genre de célébration dans le ring, où, ils doivent féliciter la carrière de Kurt Angle, Edge et du machin, et donc ils se foutent toujours de sa gueule. Et en fait, quand ils révèlent le panneau qui est caché sous un drap, c'est écrit c'est le nouveau t-shirt de Kurt Angle, avec le signe des États-Unis et tout, mais écrit You Suck. Et c'est parti. Et c'est là où ça a commencé, où les gens, sous le thème de Kurt Angle, You Suck. Et puis il l'a eu pendant un sacré moment. Hein. Ah, bah tout le temps. Hein. Bah, je sais qu'ils avaient changé un petit peu la chanson de Kurt Angle quand il arrive à la ECW, pour ne plus laisser le segment libre pour le You Suck, mais c'était un truc de dingue, quoi. Ah ouais, c'est resté. Hein. Durant l'invasion, il a un bon run. Alors pendant l'invasion, il est juste avant l'invasion, je crois, ou au pay-per-view avant l'invasion, quand il y a Booker T qui arrive, il gagne c'est lui qui est King of the Ring. Ou qui gagne, Oui, il gagne le King of the Ring. Il gagne le King of the Ring. Il gagne le King of the Ring face à Kurt Angle à la fin. Voilà. Donc elle mène à ça leur rivalité un peu avec Kurt Angle. Ils vont se retrouver plusieurs fois en fait. Ils vont se retrouver plusieurs fois à plusieurs moments parce que durant l'invasion, il est King of the Ring, commence le turn de Christian sur lui aussi. Ouais, mais c'est un turn qui a du mal à se lancer quand même. À se lancer, ouais. Parce que je sais qu'au début, Christian, il est très comique, ouais. Il garde le trophée avec lui parce que c'est un trophée, par erreur, c'est ça. Voilà, mais je sais pas si pendant l'invasion, ils ont vraiment leur séparation ou si c'est pas. Si, c'est dans l'invasion. Dans l'invasion quand même. Où Christian en fait va rejoindre les American, il va rejoindre Lance Storm et Test. D'accord. Voilà. Mais Edge et Christian, dans l'invasion, ils sont à côté de l'invasion. Ils affrontent des mecs en face. Ouais. Quand même, ils affrontent, Edge, il est en rivalité avec Lance Storm. En fait, c'est la défaire de lance du mid-card. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, pour les titres intermédiaires, titres intercontinental, tout ça. Et ça va même une rivalité entre Edge et Test qui vont fusionner le titre des États-Unis, la WCW et le titre intercontinental. Le fait que Edge gagne le King of the Ring, je te pose des questions, hein. C'est les premières prémices d'une nouvelle tentative de push. De push, oui. Oui, le but c'est de le pusher, hein. Mais encore une fois, ça va pas prendre parce que durant l'invasion il y a d'autres noms, hein, donc c'est compliqué. Alors il y a les noms qu'on n'a pas eu, puis il y a les noms qui sont là. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'il y a toujours Steve Austin, The Rock et tout ça dans l'équation, donc c'est compliqué. Et Kurt Angle. Et qu'au final, ce sera Chris Jericho durant cette période qui va monter plus. Ouais, avec ses rivalités, avec ses prises de parole, de prises de bec avec Stéphanie. Oui, exact. On fait beaucoup. Exact, on fait beaucoup. Donc Edge, il a pas encore sa place, on va dire, et il est toujours ça reste toujours un face un peu aimé lui. Alors que Christian va tourner heel, Christian va commencer à avoir un personnage vraiment très intéressant pour le coup. Alors que Edge, il a le packaging et tout ça, mais en tant que face, c'est pas grand chose en fait quand on regarde. Au niveau profondeur, c'est un face banal. De toute façon, quand tu vois Y2J et Edge, t'es d'accord, Y2J est meilleur, c'est mieux que ce soit Y2J qui soit promu à ce moment-là, bien sûr, il y a pas de débat. Aucun doute dessus. Ouais. Aucun doute dessus. Et après, il passe l'invasion, il y a la trahison de Christian. Je passe vite parce que c'est sympa, mais c'est pas ultra marquant, on va dire. Là, la trahison de Christian, peut-être quand même un peu, vu qu'ils ont été en équipe pendant 3 ans. Un petit peu, mais ça a pas été plus que ça, en fait. Ça a pas suivi derrière, ça a pas rendu... Non, Christian, vraiment, il a fait son bout de chemin après ça, quoi. Ouais, c'est pas ça qui l'a... Voilà.
qui l'a lancé vraiment. En fait, la trahison, elle est un peu banale aussi. Donc là, on est quoi, fin 2001 à peu près, c'est ça? Mi-2001, ouais. 2001, 2002. Et en fait, on arrive aux alentours de 2002, où il va reprendre plus ou moins sa rivalité avec Kurt Angle aussi. Si à WrestleMania, il bat Booker T. À chier. Ah, carrément. Bah, à chier, non, le in-ringment parlant, c'est pas mauvais. Mais la rivalité, y a rien. c'est sur un shampoing. Sur un shampoing que Booker T se fait renverser sur la tête, ou je sais pas trop, qu'à partir Edge, c'est de la merde. Ah, c'est une débilité. Et en plus, le public, il commence déjà un peu à rejeter Edge. On est à Toronto. Quand même, on est chez lui, hein. Et les gens s'en foutent. Ça prend pas. Et pourtant, on lui met tout, hein. En packaging, il a sa tenue qui est très belle, son manteau violet, de bleu. Il a pas encore Metalingus en musique. Non, mais il a Rob Zombie, là. Ouais. Comme Zombie, c'est Voilà, donc Never Gonna Step, quelque chose oui, comme ça. Never Gonna Stop Edge, ouais. Donc c'est quand même, on lui met tout le packaging, mais ça prend pas plus que ça. Ensuite, il reprend sa rivalité avec Kurt Angle, où c'est lui qui aura le bonheur de lui raser la tête. Ouais. Il fallait, hein, pour Kurt Angle. Alors, tout ça, il commence à les perdre, et en fait, il va tellement bien chauve, il est drôle, c'est parfait. Même si, je vais parler de cette rivalité parce qu'elle est géniale, en fait, parce que Kurt Angle, le mec, il est legit un tueur dans le ring, mais il arrive à être ridicule, en plus, je sais pas comment il fait. On sait que dans le ring, le mec, il est monstrueux, mais il arrive à se rendre gogol, et d'être génial en même temps. C'est dans la rivalité là qui met des faux cheveux. C'est exactement ça. Donc leur match à, comment s'appelle ça, Judgment Day, 2002, où c'est cheveux contre cheveux. Forcément, on savait qui allait gagner. Oui, parce que de toute façon, Parce qu'il y en a un, il y en avait pas beaucoup, et il commençait à les perdre, et l'autre, il fait tout son pognon dessus, hein. Oui, tu peux pas dirait l'autre, quoi. Tu peux pas raser Edge. Ah bah non. Donc du coup, le match est très bon, par contre. Les deux ont une chimie géniale, vraiment. Vous pouvez regarder tous les matchs Kurt Angle Edge, sont tous très bons. Il lui rase le crâne, c'est très marrant, et en fait, Kurt Angle refuse. Pour lui, non, j'ai mes cheveux. Du coup, il se met un casque de lutteur avec une moumoute. Une moumoute dégueulasse, elle est pas belle, c'est pas ça tout. Elle est plus claire que ses cheveux de base, oui, Thomas faisait le geste, ses cheveux partent complètement en couille. C'est vraiment, et c'est très 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 marrant parce que durant le match, des fois, il se fait inverser le casque, donc il a les cheveux à l'envers. Et je pense que Kurt Angle, on est peut-être sur un des catcheurs qui nous a plus fait rire. Ah oui, oui. À un moment, dans cette rivalité-là, il y a Hogan aussi qui est dedans. C'est un peu avant où Kurt Angle va démolir Hogan. Donc, Hogan, c'est l'année où Hogan accepte, vend pour tout le monde. Voilà, c'est ça. La seule année de sa carrière où Hogan vend pour tout le monde. Et évidemment, il y a un segment où justement, il se fait enlever le froc, donc on voit ses fesses en plein public. Vraiment, il se fait baisser sa singlette. Il se fait retirer le casque, donc du coup, on le voit chauve, cul nu, et que t'as Hogan, Hogan sur sa tête, il met la perruque plus le casque, et il fait ses poses plastiques en se moquant de Kurt Angle, c'est très drôle. Et ça amène à leur dernier match entre les deux, à SmackDown. Ah, tu parles Kane et, Edge et Kurt Angle. Edge et Angle, oui. Qui est excellent. Et en fait, ils aimaient bien faire ça pendant très longtemps à SmackDown. Des fans de rivalité de les faire, pas en pay-per-view, mais des fans à SmackDown, dans des matchs en cage. D'accord. Il y a beaucoup de matchs en cage qui finissent en main event à SmackDown, où c'est top. Polyman. Non, je crois que c'était même pas encore lui. C'est pas encore lui, d'accord. C'était pas encore lui. Mais plus tard, même, ils l'ont fait bien plus tard. Je me souviens que la fin de rivalité entre Batista et Undertaker, c'est en où cage. il y a le cash-in de Edge, on y reviendra, c'est un match en cage à SmackDown. D'accord, ok. Donc ils avaient cette envie de donner aux gens, même en weekly, des trucs sympas. Plus à SmackDown que Raw. Ah ouais, parce que Raw, j'ai pas le souvenir. Il y en a 2-3 des matchs un peu impressionnants à Raw, mais c'est vrai que c'était plus souvent à SmackDown où on avait des matchs qui sortaient un peu de l'ordinaire, on va dire. Il y a quand même beaucoup de matchs en cage à Raw, mais c'était pas tout le temps le main event et machin. Mais à SmackDown, ça arrivait très souvent. En fin de rivalité, je précise. Et ce match est génial, et en fait, le Edge finit même Kurt Angle après un spear de la 3e cran. D'accord. Donc c'est violent en plus parce qu'il prend le spear à moitié dans la tête. Vraiment, c'est le spot de fin du spear est très violent. Et en fait, c'est le lendemain où Kurt Angle en a plein le cul, il dégage la perruque, et c'est là où il a la promo avec avec Vince McMahon de Ruthless Aggression avec John Cena. Ah oui, où il dit le mot Ruthless Aggression, après ça, il défonce Hulk Hogan. Ouais. Et ensuite, il y a ça. Et il y a John Cena, et c'est l'un des premiers matchs de John Cena face à Angle. C'est le premier match télé de John Cena. Ah oui, John Cena, il fait tout jeune. Hein. Edge derrière, son push va toujours pas plus haut. Il a quand même un moment ultra marquant parce qu'il va devenir champion par équipe avec Hulk Hogan. Alors ça, il faut qu'on s'arrête quand même quelques secondes pour en parler. On est obligé. Parce que Hulk Hogan, dans toute sa carrière, n'a jamais été champion par équipe. Ouais. Parce que on pense qu'avec les Mega Power, ils étaient champions par équipe, c'était pas le cas. Mais par contre, pendant les Mega Power, c'est Macho Man qui est champion, je crois. Qui est champion du monde, oui. C'est ça. Et Hulk Hogan avait trouvé le moyen de se coller. De se coller au titre sans avoir. C'est ça. Et en fait, il devient champion par équipe le 4 juillet, donc la fête nationale aux États-Unis, en affrontant Billy et Chuck.
Et là, Edge était comme un gosse. Ouais. Parce que comme je l'avais dit en début de vidéo, c'est un gros Hulkamaniac, il est fan fini de Hulk Hogan. Donc d'être affilié à lui quand il avait l'arrêté avec Kurt Angle, plus de devenir champion par équipe avec lui, c'est un honneur incroyable. Alors lui, j'ai le DVD que j'avais acheté il y a très longtemps, c'est le coffret DVD de Hulk Hogan, Ouais. où tu as ce match-là dans le DVD, et où tu as Edge qui parle de ça, et il est vraiment comme un gosse. Tu sens qu'il il est vraiment ému quand il en parle, parce que pour lui, c'est un rêve de gamin, quoi. Ah oui, non mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment... C'est ouf. Et parce qu'on va arriver dans les premières blessures de Edge. Parce que ça mène à rien, ce titre-là. C'était Non, vraiment... c'est juste un feel good good moment moment. pour les États-Unis. Je suis même incapable de dire qui leur reprend le titre. J'en ai aucune idée. Je me demande si c'est pas les Américains, justement. Parce qu'en fait, il y a personne qui... C'est Parce qu'ils vraiment... viennent contre Billy et Chuck, et je me demande si c'est pas justement Christian et Lance Storm qui le reprennent. Ouais, c'est possible. C'est ça, j'ai aucune... Je me souviens plus du tout. Je peux pas te dire non plus. Je vais faire un petit aparté. Vas-y. Parce qu'il faut parler du in-ring de Edge à ce moment-là. Le in-ring de Edge à ce moment-là est ouf. D'accord. Vraiment, il est très 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 bon. Et ça va, à cause de ses blessures, il va toujours être bon, mais il va devoir évoluer. D'accord. Parce que là, il est très flamboyant, il fait des sauts de la troisième corde, il fait des missiles en queue de la troisième corde, de temps en temps, il fait même des ciseaux de tête. Il est, malgré sa grande taille, il fait un peu de high fly. Ok. Un truc qui va totalement arrêter. Et parce qu'après, post-blessure, il peut plus. Il pourra plus. Après ça, justement, après sa grosse blessure. Donc, il se blesse au cou. Oui, mais ça, c'est, Ah, c'est pas celle-là encore, la blessure là que t'allais dire? Non, je sais qu'il y a une blessure à la jambe. Un truc comme ça, il me semble. Il revient face à, où il y a Eddie Guerrero qui tente de le pusher, où ils ont de très bons matchs à SmackDown, tout ça. Et il y a vraiment toujours le fil rouge d'essayer de le monter quoi qu'il arrive. Tout le temps. On va le mettre en équipe avec Rey Mysterio, qui va donner le SmackDown 6, donc là, pour Liman, donc en 2003, où le Edge participe quand même à l'un des meilleurs matchs par équipe de tous les temps à la WWE. Je le dis bien, de tous les temps. C'est celui que tu expliquais dans la vidéo de Eddie Guerrero. Voilà, donc c'est No Mercy 2003, et pourtant le Guerrero il est pas dedans. Hein. C'est Chris Benoit et Kurt Angle contre Edge et Mysterio pour couronner le premier champion de SmackDown. Ouais, ok. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Ouais. Donc c'est durant le SmackDown 6 parce qu'après les Los Guerreros vont se couronner à ça. Et ce match-là, No Mercy, c'est vraiment encore aujourd'hui probablement le meilleur match par équipe de tous les temps à la WWE. Ok. Edge et Mysterio, très bonne équipe Ouais. de face. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont se retrouver plus tard en tant qu'ennemis, et c'est ça qui est cool. Mais il y a toujours un storytelling avec Edge. Hein. Aussi, il a un peu Toujours un suivi. Il a un peu le même truc que Triple H. Ouais. Il a souvent beaucoup d'adversaires qu'il a eu avant qui vont revenir, ou des amis qui vont revenir, donc c'est très bien. Et là, il va se blesser gravement au cou. Donc moi j'avais entendu dire, enfin ou j'avais lu, je sais plus, que c'est plus ou moins une blessure qui ressemblait à celle de Stone Cold Steve Austin. C'est la même. Ah bah voilà. C'est pas la même, c'est pas arrivé pareil, mais Stone Cold, Chris Benoit, Edge, Daniel Bryan, c'est la même blessure. Au niveau des Au cervicales. niveau des cervicales et de la nuque. Et que normalement, ils auraient jamais, Stone Cold, il aurait jamais dû revenir aussi vite qu'il est revenu. Chris Benoit, j'en parle même pas. Moi-même, Stone Cold n'aurait jamais dû revenir. Ouais, voilà, c'est ça. Et Edge et Daniel Bryan, c'est des miracles qui sont revenus. Alors, il faut bien comprendre, ça aussi, je l'ai lu en préparant cette émission, que Edge, son arrêt en 2011, c'est les suites de cette blessure de 2003. Exactement. Donc, il faut bien comprendre que ce qu'il a eu au cou, c'était vraiment quelque chose, normalement, il n'aurait jamais dû revenir aussi vite, peut-être. Et... Il a qu'un an de convalescence, hein. Ouais, peut-être même pas revenir du tout. Oui. Et donc, du coup, on va y revenir en son retour de blessure, ce qu'il va donner. Eh ben, moi, je me souviens de la première fois où je le vois. C'est justement quand il est drafté à Raw, où il vient faire un spear sur Eric Bischoff. C'est ça. Et là, c'est son retour. Parce qu'en fait, j'ai les souvenirs des mots de Christophe Ajus, qui dit, comme ça, je vais parler de Goldberg, comme ça c'est fait dans la vidéo là, où Goldberg vient de partir, et justement, il dit, si vous aimez bien les spears, il y a plus Goldberg, mais il y a Edge qui fait des spears aussi. Et comme j'avais pas SmackDown avant, c'est la première fois où je le vois. Oui, et donc c'est son retour à de grosses blessures. Ok, de sa blessure au cou. Voilà, après Mania, hein, quand il y a le draft. Exactement. Et en fait, c'est là où ils vont se dire, bon, on a galéré à mettre au projet, on va faire le projet, mais par contre, ce qui est bien, c'est que ce début est super intelligent parce que ça prend du temps. Mais là, c'est un temps nécessaire, pour le coup. Il revient de blessure, les gens en Raw le connaissent pas forcément, ça fait un an et quelques qu'on l'a pas vu. Il se blesse aussi longtemps, ça dure un an quasiment, sa convalescence. Ouais, c'est ça, donc du coup, il faut, oui, ça dure un an. Et donc là, il faut le reconstruire. On va lui faire évoluer son personnage à plusieurs moments. Et je vais tout retracer parce que c'est une époque, moi, où là, vraiment,
je suivais tous les puissances catch. Et puis là, t'as plein de choses à dire en backstage et tout ça, quoi. J'ai plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Donc, le premier truc, c'est que bah, ça, il revient en tant que face. Bah, déjà, avoir inspiré Bischoff, forcément, des face, hein. Il va très vite devenir champion intercontinental. C'est lui qui va qui va prendre le titre à Randy Orton. Autre prospect qu'on a envie de monter. Bah, Randy Orton avait eu un run exceptionnel en tant que champion intercontinental durant cette époque. Vraiment, hein, c'est là où ça va emmener les matchs avec Mick Foley, justement à Backlash, match où il prend les punaises et tout, qu'on voit comme ça, Tom Gay aussi. Donc c'est durant tout le push de Randy Orton. On va mettre Edge face à lui. Les deux ont une bonne chimie. Pourtant, on dit souvent Randy Orton un peu le feignant et que Edge, justement, c'est pour ça que j'avais fait l'aparté sur son in-ring. C'est là où il va commencer à se calmer très très fort. Ouais. Là, il y a plus de high fly chez lui, par exemple. Parce que de toute façon, il sait qu'il y a une nouvelle blessure au cou, c'est fini. C'est fini. Et plus tard, il reprendra, on va dire, de la confiance en faisant des trucs un peu plus dingues. Et il va pratiquement toujours se blesser. On y reviendra parce que c'est quelqu'un qui s'est blessé très 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 souvent. Ouais, oui, c'est vrai que son corps, il a souffert. En même temps, je pense que sa blessure à la nuque découle de tout le reste. Ah, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Parce que là, nous, on revient d'une petite pause clope, les amis. Mais c'est ce qu'on a dit avant la coupure. La blessure son arrêt de carrière de 2011 découle de la blessure de 2003. Exactement. Donc, il devient champion intercontinental, ça fonctionne bien. Et on arrive même à SummerSlam, où j'avais même dit, où en fait, bizarrement, il est encore face, hein. Il y a 2-3 trucs qui fait qu'il commence à être heel, qu'il commence un peu à se plaindre. On va y venir. Où il se fait huer. C'est le SummerSlam, pardon, où Orton est champion. Oui, et que Benoît se fait huer alors qu'on est au Canada. Et que lui, dans son match face à Chris Jericho et Batista, il se fait huer. T'en as souvent parlé de ce J'en ai souvent parlé parce que ce pay-per-view, l'ambiance du public, elle est bizarre. Ouais, je sais pas ce qu'ils avaient, les gens de Toronto, là, mais ils aimaient pas les gens de chez eux. Mais puis, ni les Face, ni les Heels, ils ont tout inversé. Ils ont tout inversé, et bah, c'est dans le même show où Eugene est hué contre Triple H aussi. Alors que normalement, tu peux penser que vu la rivalité, Eugene est apprécié. Oui, c'est ça, et que ça a un peu coupé l'herbe sous le pied. Bon, de toute façon, Eugene, on en a déjà parlé, je pense qu'après ça, c'était terminé, de toute façon, qu'il arrive. Il va devenir aussi, avant ça, excusez-moi, champion, justement, c'est ce qui amène un peu à son heel turn un peu progressif. Il va devenir champion par équipe avec Chris Benoit aussi, en battant la résistance. Donc le champion du monde poids lourd devient champion par équipe avec Edge. D'accord. Donc les deux Canadiens, ils s'allient. Donc ça lui permet d'avoir un peu un allié, Chris Benoit, dans ses rivalités. Mais en fait, Edge commence à avoir beaucoup de jalousie, de tourner beaucoup ses yeux vers le titre de Chris Benoit. Et en fait, il le laisse tomber. Je me souviens que c'est un match où normalement ils sont censés défendre. Et en fait, Edge ne vient pas. Et je me demande même s'il vient pas dans le match coûter le titre à Chris Benoit. Donc là, il passe heel, il tourne. Toujours pas. Pas encore, mais en fait, c'est moite-moite. Il a des tendances heel, mais il rejette pas encore les fans. Voilà, il se plaint de l'office, il se plaint de machin, mais pas encore de truc. Il va perdre son titre, je crois que on arrive à l'Elimination Chamber de 2005, qui est génial, que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est le point d'orgue final de l'enterrement de Randy Orton par Triple H. On en avait parlé. Je sais même plus s'il est encore champion intercontinental. C'est celui-là où il y a les prémices avec Batista, c'est ça? C'est ça. Et qu'on enterre Randy Orton à la fin. Et en fait, dans le match, déjà, il est insupportable. Il arrête pas de se, vraiment, il est dans sa chouinard, en fait. Et en fait, il arrête pas de se prendre la tête avec Shawn Michaels dans le match. Shawn Michaels est l'arbitre spécial de cette Elimination Chamber. Parce qu'en fait, il y avait tellement d'ego dans le Chamber, il s'est dit, vas-y, je vais arbitrer pour tout le monde. Comme ça, je me sacrifie pour tout le monde. Et en plus, on connaît Shawn Michaels. En général, quand il arbitre, il est impartial, en général. Ouais. Si on le pousse pas à bout, en général, il reste clean. Il est impartial, mais il y a quand même souvent des petits touchés de musique qui sautent. Bah, quand on le pousse à bout. Ouais, c'est vrai. Ça vient jamais de lui, en fait. Si tu regardes bien, ça vient jamais de lui, c'est souvent de l'adversaire qui vient le provoquer, quoi. Et en fait, Edge arrête pas de se plaindre à Shawn Michaels. Tu tapes trop lentement, vas-y, tu veux pas que je gagne, machin. Oh non, Shawn Michaels a plein de cul parce qu'Edge le pousse. Et il lui met un énorme switch music dans le crâne. Et là, c'est un de tes moments que t'adores. J'adore, c'est, allez revoir, on peut le trouver en short. Au moment du switch music, on est à Porto Rico. Et en fait, à Porto Rico, dans les villes latino, il y a les vuvuzelas et les trompettes qui sont beaucoup utilisées, en fait. Et du coup, au moment du switch music, mais vraiment pile au moment, il y a quelqu'un qui fait et c'est génial parce que c'est au moment du kick, on entend et boum. Et derrière, il prend le tombé par Chris Benoit, il me semble. Ou Jericho. L'un des deux lui fait le tomber, il dégage en premier. Ah, c'est le premier éliminé du... C'est le premier éliminé. Donc, juste derrière ça, en fait, il a la haine, hein, parce qu'on dit, encore enlever Shawn Michaels, il m'a empêché de devenir champion du monde, c'était moi qui avais gagné ce Chamber, machin. Donc, il rentre en avec Shawn Michaels. Et c'est là où on va mettre encore un petit postulat un peu négatif sur Edge. C'est que durant cette période-là,
et bien après aussi, ces bons matchs, il y en a très peu où il n'y a pas de stipulation. Ouais. C'est souvent des matchs par stipulation. C'est parce que tu expliquais qu'il a dû changer pas mal de catch aussi, dû à ses blessures, et que du coup, les stipulations l'aident peut-être à... C'est ça. à catcher. Là, du coup, il tourne vraiment heel parce qu'il s'approche de Michael. Et personne s'en prend sur le Michael. Forcément. Donc, du coup, je crois que c'est quand même Shawn Michaels qui gagne la rivalité, au final. On arrive à WrestleMania 21. Au Rumble, pareil, il se fait éliminer, il arrive rien. Et en fait, à WrestleMania 21, il y a un nouveau concept qui apparaît en match. Le Money in the Bank. Yes. Et là, c'est là où j'ai des anecdotes backstage, c'est qu'en fait, Edge ne voulait même pas participer à ce match-là. Parce qu'on le met dedans, donc je pense que quand il reçoit la feuille, on lui dit, tu vois, tant. Et il lui dit, non, j'en veux pas. Il dit, j'en veux pas, parce qu'en fait, avec tous les matchs échelles qu'il avait fait avant, il se sentait encore pas assez courageux pour reprendre des bumps à l'échelle, machin et tout ça. Il dit, non. Il voulait pas repartir dans un match aussi dangereux voilà, pour le corps. Il voulait pas tenter de se reblesser, parce que là, il savait qu'il était pushé. Il dit, bon, comme mon push, il va prendre du temps, il avait même dit à McMahon, s'il faut, je participe même pas à ce WrestleMania-là, c'était rien pour moi. C'était rien pour moi en rivalité 1v1. Et en fait, celui qui a donné l'idée un peu du Money in the Bank, il y a Dusty Rhodes, je sais dans les backstage qu'on avait donné les idées, je crois, il me semble, et Chris Jericho. Donc le concept du Money in the Bank, c'est très simple, c'est toujours le même qu'aujourd'hui, sauf que là c'est le premier. C'est tout premier. C'est une mallette accrochée au-dessus du ring, celui qui décroche la mallette, il a un contrat pour le match, pour le titre de son choix pendant 1 an. C'est ça. Voilà. Mais on savait pas comment s'en servir, c'est Oui. ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on est au premier, donc on savait pas ce qu'on pouvait faire avec. Et en fait, Edge devait être le vainqueur de ça. Et en fait, Edge voulait pas participer au match, mais il y a Jericho, et c'est Jericho qui l'a convaincu. Et il lui a dit, non mais attends, déjà c'est toi qui vas gagner. Et en fait, dans le booking, on va essayer de voir dans l'équipe créative, t'as rien besoin de faire. Il faut juste que tu gagnes. T'es dans ton play turn, là c'est bon. Fais l'opportuniste en fait. Et c'est là où on va commencer le personnage de l'opportuniste, mais il n'aura pas encore le nom opportuniste ultime, ça va arriver quand il cachera. Là, on lui dit, tu vas gagner le match, mais t'as rien besoin de faire. On va faire le match, toi tu dois juste gagner le titre à la fin. Tu vas juste gagner la mallette à la fin. Il n'y a pas Ric Flair, Kane dans le match. Non, Ric Flair est pas dans celui-là. C'est dans l'autre. Donc je vais redire les participants, comme ça on sait. Tu t'en souviens de tous? De tous. Donc Edge, Chris Jericho, Shelton Benjamin, Kane, Christian, Chris Benoit. D'accord, ok. Voilà. Donc les deux hommes du match sont Kane, qui est exceptionnel dans ce match, Chris Benoit, qui est exceptionnel. Chris Benoit, au bout d'un moment, on pensait vraiment que, même en backstage, tout le monde pensait qu'il était vraiment blessé parce qu'il mord les prods au bout d'un moment. Ouais, tellement il fait... Ouais. Voilà, déjà il se trouve une sacrée blessure qu'il avait au front, donc il saigne, et en fait il se lève après un bump sur le dos, il mord le tablier de l'épreuve, quoi, pour montrer qu'il a mal. Il a fait, non mais t'étais blessé? Ah non, je vends. Voilà. Ken qui est génial. Benjamin montre que ça deviendra l'un des hommes des Money in the Bank pour les années futures, parce que Chris Jericho est au bord de décrocher la mallette. L'échelle, il y a une échelle qui est posée sur une échelle, mais en transversale. Là, c'est là où il monte dessus. Ouais, oui, il monte dessus en courant dessus pour mettre un collaborateur à Jericho, donc on voit déjà l'athlétisme de Benjamin qui est exceptionnel. Et Benjamin, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est le mec qui aurait pu faire n'importe quel sport. Oui, c'est ça, il est monstrueux. Donc le match se passe nickel, Chris Benoit arrive enfin à se débarrasser un peu de tout le monde. Il est au bord de gagner, à moitié blessé, il est au bord de décrocher la mallette. Edge vient comme un porc à la fin, il a rien fait. Allez voir ce match, il ne fait rien. Hein. Il prend, je pense, limite, qu'il prend même pas un bump. Il en prend juste une prise qui le fait coucher au sol, mais c'est tout. Il ne prend pas de bump d'échelle, rien du tout. Il vient, il met un coup d'échelle à Benoit, il décroche la mallette, il gagne avec son sourire de psychopathe à la fin et tout ça. Il devient le premier Mr. Money in the Bank. Pertinent que ce soit lui qui ait gagné. Oui, il fallait. Pour son... Quand on voit les participants du match, il y avait que lui. C'est lui que lui ou Chris Benoit. C'est lui qui avait besoin de la mallette. C'était lui qui avait besoin, ça rentrait dans son push. Donc, suite de ça, il va rentrer en rivalité avec Kane. Là, je vais skipper très vite. C'est la fameuse rivalité avec le bébé? Non, le bébé, c'est Kane Snitsky. Ah oui, pardon. Tu mélanges. En fait, c'est le début de l'association entre Edge et Lita. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Lita est toujours avec... Oui, je confondais, voilà. Lita est avec Kane. Ils sont en rivalité avec la mallette en jeu, et en fait, Lita trahit Kane, qui permet à Edge de gagner, de conserver la mallette. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et l'énorme premier patin qui se roule à la fin du match. On va pas parler de la rivalité Edge-Matardi parce qu'on a déjà dit des mots dessus. Oui, puis c'est une rivalité on en a parlé dans l'émission sur Matt. On l'a retracé totalement dans l'émission sur Matt. Donc tu peux dire que, allez la voir les amis, tu peux dire que de toute façon c'est Edge qui gagne parce que c'était le projet, c'était le but, c'était de faire gagner. Même si on aurait pu faire mieux
En avec termes Matt de Hardy. rivalité avec Matt, dans cette rivalité, Mais il aurait jamais gagné. le vainqueur de la rivalité, c'est Matt, c'est Edge. Il aurait jamais gagné. Donc du coup, en fait, il a des très bonnes rivalités de mid-card durant toute l'année. Mais il dépasse pas le mid-card parce qu'on sait qu'il est symbole des mecs, mais on sait pas ce que ça va donner cette mallette. C'est juste la construction de ce personnage avec Lita, où vraiment les deux commencent vraiment à se montrer très très hot, très très cool. Il va prendre très vite, je pense que c'est avant même la célébration, quand on y reviendra, où il va prendre le nom de Red Taylor Superstar. Oui, Il commence déjà à prendre ce nom-là. oui, c'est au moment-là, oui. La Superstar classe X. La Superstar comme série, j'adore L'étoile. L'étoile avec le gros R. Ouais, c'est génial. J'adore. Le packaging est génial. Il aurait une très bonne rivalité avec. T'as oublié, niveau packaging, il y a Metal Angus aussi. Oui. Où là, alors Metal Angus, ça fait partie des meilleures musiques de catcheur. Oui, clairement. Sans aucune contestation. Et je vais faire un petit aparté pour faire un petit clin d'œil à un ami à moi, un ami d'enfance à moi. Il y avait certains thème songs de catcheurs où on avait l'impression que c'était le catcheur qui chantait. Et ça nous a toujours fait cette impression. J'ai l'impression que Metal Angus c'était Edge qui chantait, alors que pas du tout. Hein. Pas du tout, ouais. C'était Mais il y a vraiment, plein de musiques comme ça où ça donnait cette impression-là. Oui, c'est vrai que quand tu l'entends chanter au début, la chanson de Metal Angus, ça pourrait être Edge qui Ça chante. pourrait être Edge qui chante et ça Elle me donnait cette impression-là quand j'étais gamin. Moi j'aime beaucoup comme j'ai dit, tout ce run parce qu'il est progressif, il affronte pas mal de catcheurs, il affronte du Benjamin, il affronte du Chris Jericho. Non, Chris Jericho, non, mais Benjamin, oui. Il a des bonnes rivalités mid-card. Je rappelle que là, John Cena est déjà là. Hein. Donc après le draft. C'est John Cena qui est champion, là. Qui est champion. De toute façon, ils sont draftés peut-être le même jour, hein. Non, lui, il est drafté l'année d'avant. Ah oui, c'est l'année d'avant, oui, C'est en pardon. Oui, 2004. oui, c'est John Cena qui, oui, il est en 2005. John Cena arrive avec Chris Jericho dans l'émission, et je reçois le premier, le highlight reel, ouais. Donc, il a des bonnes rivalités mid-card, et celle qui va emmener avant le cash-in, qui est vraiment cool, c'est sa rivalité contre Ric Flair. Ok. Donc, Edge et Ric Flair rentrent en rivalité. Mal est en jeu plusieurs fois. Donc, ils s'affrontent, c'est vraiment cool. Il y a même un match, c'est un TLC, je crois, ou un échelle entre Ric Flair et Edge. Ça n'a pas de sens, ce truc. Je me rappelle Ric Flair en sang, c'est possible. Oh oui, bah, Ric Flair en sens, c'est du classique. Et en fait, ils s'affrontent à New Year's Revolution, ou à la fin de la rivalité. Où, la mallette est en jeu, et en fait, dans ce match, Edge se fait disqualifier. Il met un énorme coup de mallette dans la gueule de Ric Flair, et en fait, il refuse de gagner le match, en fait. Donc, il perd par DQ. Et en fait, on se dit, putain, c'est con, alors qu'il pouvait le battre et tout. Mais en fait, il est intelligent, vu ce qu'il va faire dans le main event. On sort de l'Elimination Ce qui Chamber. l'intéressait, c'était de ne pas s'user, c'est ça? Exactement, de pas s'affaiblir et de ne pas s'user. Ouais. On arrive au main event, donc c'est John Cena qui participe à son premier Elimination Chamber. Donc les participants, John Cena, Carlito, Chris Master, Shawn Michaels, Kane, Kurt Angle. On en a parlé il y a pas très longtemps, ça. On en a parlé il y a pas très longtemps, donc je vais retracer. On dit que beaucoup sont persuadés que John Cena risque de pas sortir vivant du match parce qu'en fait il y a Shawn Michaels, Kurt Angle dedans, et que Kurt Angle il commence sa gimmick avant la ECW où c'est une brutasse finie, où c'est après sa perte c'est avant sa prise de titre à WrestleMania 22 où il va switcher de brand, où en fait il est en rivalité contre John Cena et en fait ça devient vraiment la suplex machine, où c'est à ce moment-là où justement il refuse de rentrer dans le ring tant que les gens chantent You Suck. D'accord. Où il est bien ça. Où il est managé par Daivari, par Crossroads. Et en fait, on est persuadé que Kurt Angle, quand il rentre, il dégomme tout le monde. Hein. Il souplexe tout le monde, c'est Banque les Sarah avant l'heure. Ouais. Et en fait, il se fait éliminer par Shawn Michaels. En premier. D'accord. Une combinaison de plusieurs. Ils se mettent à plusieurs dessus et Shawn Michaels arrive à l'éliminer. Donc là, des premiers favoris, ça. Ensuite, Kane se fait sortir juste après. Shawn Michaels se fait sortir. Et en fait, les deux jeunes loups restent face à John Cena pour le dégommer. Il se fait débranler. John Cena, il finit en sang. Il est en sang, ouais. Et en fait, il arrive à gagner parce que Carlito trahit Chris Master. J'en avais déjà parlé. Et John Cena arrive à gagner le match. En fait, c'est petit paquet de Carlito sur Chris Master. Éliminé, Chris Master comprend pas et Carlito, il lui fait, faut être plus intelligent. Et il se fait prendre un petit paquet par John Cena. Et qui gagne. Et que John Cena gagne. Et là, donc, il célèbre, la cache se lève, il est en sang, il a quand même réussi à survivre. Je crois qu'il est pas assis dans le coin du ring. Et il est assis dans le coin du ring, on lui vient de lui donner son titre dans ses mains, il est mort, machin. Et là, il y a Vince McMahon qui arrive. Et qui fait, personne se casse, il y a encore un dernier match. On est pour le cashing de Edge. Et parce que je pense que Vince avait peur que s'ils viennent pas parler, certaines personnes allaient quitter la salle parce que le show était fini. Voilà, parce que John Cena venait de gagner. Et puis t'as envie de te rentrer chez toi rapidement pour éviter tous les bouchons. Voilà. Et là, les gens sont stupéfaits parce qu'on connaissait pas ce truc. Et donc, du coup, cette idée, là, par contre, je confirme, c'est Dusty Rhodes qui avait cette idée.
Ouais. Voilà, c'est reconnu que c'est Dusty Rhodes qui a dit, pourquoi on le fait, s'il peut l'avoir à n'importe quel moment, pourquoi il viendrait pas à la fin d'un match? Ah, c'est bien ça. C'est génial, l'idée est géniale, même si ça a été usé jusqu'à la moelle, parce que Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs cash-in de l'histoire. ouais, dans ce que ça raconte. C'est le premier, c'est le meilleur. C'est l'un des, ouais. Pour moi, c'est l'un des... Ah, j'aime bien celui de Ron Van Damme, mais c'est moins pute. Ouais, Ron Van Damme, justement, c'était bien parce que ça donnait le contre-pied, parce qu'en fait, on a eu un pute et on en a eu un. Voilà, Ron Van Damme, c'était bien, puis c'était au et bon on va y endroit. parler parce qu'Edge est dedans. On va parler. Voilà. Puis c'est au bon endroit, quoi. Donc, du coup, Edge arrive, il est avec Ita, il donne la manette à Vince, il part dans le ring, et là, Cena, il est KO, quoi. Donc, dès le début de la cloche, il lui met un spear, et là, Cena, il se dégage à deux. Donc, le public est fou, Edge devient dingo, où il a sa limite que j'adore. Il se tient les cheveux en arrière. Il se tire les cheveux plusieurs fois avant de faire son spear. Et en fait, il arrive et il lui remet un deuxième spear. 1, 2, 3. Edge shock the world. C'est ce qu'ils disent aux commentaires. Cette phrase m'a marqué. Donc, patin à mort sur la ceinture, patin à mort dans l'ITA. Là, on embrasse tout le monde, on s'embrasse entre nous, machin. Donc, il est champion, c'est génial. Et, par contre, leur idée n'était qu'il soit champion de transition. Qu'il soit pas longtemps, en fait, qu'on lui donne le titre, qu'on lui donnait, commence à lui donner le statut de main eventer, mais c'était déjà prévu qu'il ne le garde pas longtemps. Mais, durant cette petite période avant qu'il le perde, c'est les meilleurs ratings de l'époque. Je crois que c'est là qu'il y a la fameuse histoire. Live Sex Celebration. Live Sex Celebration, voilà. Donc, c'est un des meilleurs ratings de Raw de cette époque, c'est sûr et certain. Donc, en fait, il est champion, il se la pète comme jamais, forcément, il a enfin réussi, humilié en plus John Cena. Et en fait, il décide de faire comment on le dit, une célébration sexuelle avec Ita dans le ring. C'est un des segments les plus regardés ever. Hein. Moi, j'aime pas, mais c'est un des segments les plus regardés. Parce que c'est cradin quand même. Même Ita l'a dit, elle se sentait un peu. C'est quand même compliqué, quoi. Elle le faisait, mais bon, c'est quand même compliqué. Mais en même temps, tu vois Lita en bras et panties, quoi, parce qu'elle est pas un poil, hein, faut pas déconner. Edge est très beau aussi. Et en fait, les deux font des positions un peu lascives et tout ça, avec le titre dans le ring. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il y en a deux qui viennent gâcher le segment. Il y a Ric Flair et John Cena qui viennent gâcher le segment. Ah, merci. Voilà. Et même John Cena finit par porter un FU à Lita dans le plumard. Ah oui, ouais. Ça me parle. Voilà. Et donc, du coup, ils font bien une revanche. C'est la revanche se fait à No Way Out. Donc, parce qu'on est pas loin de WrestleMania, hein, parce qu'on a eu le New Year's Revolution, on a eu le Rumble. Non, c'est Rumble. Excuse-moi, c'est Rumble. Où il va perdre son titre avec, il va perdre son titre un peu clean. Franchement, c'est clean. Il tente de tricher, mais il se fait avoir. Donc, il pète les plombs. Et en fait, il arrive à avoir une revanche, mais par contre, il y a un arbitre spécial qui arrive. Qui est Mick Foley. Voilà, je sais plus comment il intervient, mais Mick Foley rentre dedans. Ça va être très important. Donc, ils ont encore une revanche à No Way Out pour savoir qui va être le champion à WrestleMania. Et en fait, Edge perd. Oui. Et là, Edge, comme un peu toujours dans sa gimmick de chouineur, c'est aussi là où on l'appelle l'ultimate opportuniste, on commence à l'appeler comme ça. Et en fait, il dit que c'est la faute de Mick Foley. En fait, il dit, voilà, en fait, t'as pas été capable d'être impartial, c'est ta faute, machin, et il le défonce. Donc finalement, Edge est champion 2 mois. 2 mois. Ouais. Il perd le titre. Et on l'enlève un petit peu de la title picture pour WrestleMania. On l'enlève complètement de la title picture pour WrestleMania. Mais du coup, on lui donne Mick Foley. Parce qu'on sait que Mick Foley, il a construit tellement de catcheurs. Ce qu'il avait fait avec Randy Orton juste avant, c'est que Triple H. Voilà, Triple H bien avant. Donc du coup, on lui dit, on va mettre Edge comme ça. Ils aiment bien, surtout à cette époque, surtout dans la Restoration Era, il faut qu'on arrive à montrer que le mec qu'on push soit un tough guy et qu'il va manger. Je le dis à chaque fois, John Cena, quand il prend le titre de JBL, son match d'après contre JBL, c'est une boucherie. Randy Orton, il lui fallait le match contre Mick Foley à Backlash. C'est une boucherie. C'est souvent ça, tu vois. Souvent, ils ont besoin de mettre un match comme ça pour pouvoir vraiment crédibiliser leur futur star. Ouais. Et ça mène à leur match à WrestleMania 22. 22 qui est génial. Edge face à Mick Foley, qui est un de mes matchs préférés. Ah, il est génial. En fait, c'est un match hardcore. Ouais. Donc, les deux, c'est un grudge match, hein. Il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a rien du tout. Allez voir ce match. Moi, j'aime bien WrestleMania. Je pourrais tout retracer en entier. Moi, WrestleMania 22, c'est un de mes WrestleMania préférés. C'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai eu en DVD. C'est un très bon WrestleMania. Il y a pas de débat là-dessus. Et en fait, ce match est vraiment violent. Il y a une punaise. Il y a la batte de baseball entourée de barbelés. Même Nita, elle en prend. Il y a du feu. Et en fait, ça finit sur un spear dans une table en feu. Je crois même, il semble que Edge fait un spear à Mick Foley. En fait, Mick Foley est entouré de barbelés. Entouré de barbelés, il avait une veste par-dessus son gilet. Mick Foley prend toujours son bump de dégénéré dans l'escalier aussi, où il se prend un hyptos dans l'escalier, où le mec, moi j'ai le nerf sciatique qui est foutu, à chaque fois que je vois ça, j'ai mal. Ouais. Mick Foley, Lita est très important dans le match parce que c'est elle qui va le faire gagner, c'est elle qui met la table en feu. C'est elle qui allume la table, et Edge passe à travers les cordes avec Mick Foley. C'est un des spots les plus graphiques de WrestleMania. Tout confondu.
parce qu'on peut prendre de 25 000 photos, il y aura un cliché incroyable. Donc il spire à travers la table en feu, et là, Edge, en plus, son acting est génial, il court vu de sa moitié, il rampe jusqu'à Mick Foley pour faire le tomber à 3, avec toutes les punaises dans le dos et tout, génial. Crédible as fuck. Et, quelques temps après ce truc-là, on arrive dans le retour de la ECW. Mais c'est le 2. Voilà. Comment ça arrive au deuxième retour de la ECW, pour lancer le show. Donc on arrive près de One Scene 2. Edge se met sous les ordres de Bischoff en tant qu'anti ECW. Parce qu'en fait, Bischoff cherche des anti-ECW pour aller affronter Bollyman. Donc du coup, Edge est un de ses fers de lance. Il y aura Edge, il y aura Randy Orton, il y aura pas mal de gars qui vont affronter justement... Jerry Lawler aussi, qui affronte Taz. Voilà, c'est ça, Jerry Lawler qui affronte Taz. Bon, lui, il a toujours des ECW, donc forcément, ça rentre. Et... Alors qu'il y a été. Oui. Pas longtemps, mais il en a fait partie. Ouais, il a fait partie. Et en fait, là, Mick Foley arrive dans le ring, et lui aussi est un anti-ECW. Donc déjà, les gens comprennent pas. Vraiment, Mick Foley qui tourne le dos à une des fédérations qui l'a rendu connu, quoi. Et en fait, il dit non, mais voilà, la ECW, c'est mort depuis longtemps. Et en fait, vous voyez, j'ai ramené le titre hardcore de la WWF. C'est ça le visage du hardcore, ce n'est plus la ECW. Il dit pas aussi que la seule ECW qu'il aimait bien, c'est celle. C'est après ça, ouais, Dead Saints. Ah, ok. Donc je vais la faire la pro. Vas-y, ok. Donc, mais là, on a Raw. Et en fait, il dit, voilà, c'est le titre hardcore. C'est le vrai visage du hardcore. C'est le titre qui a été créé pour moi. Parce que je rappelle que ce titre, il a été donné à Mick Foley. Parce que c'est le titre WWF, il y a le belt éclaté. Oui, c'est pour ça t'as l'impression qu'il est en morceaux, le titre hardcore. Il est en morceaux avec des bandages et tout ça. Et il dit, je veux faire honneur au seul mec qui est le vrai visage du hardcore en dehors de moi, Edge. Et là, stupéfaction, en fait. Ils ont eu un match où ils ont fait se tuer tous les deux, et en fait, il acknowledge Edge en tant que... champion du hardcore. Prince du hardcore, et ils deviennent tous les deux co-détenteurs du titre hardcore. Mais ils vont pas le défendre là du tout. Oui, c'est l'image. C'est l'image, et en fait, la Polyman, il dit, attendez, foutez de ma gueule, là, les co-détenteurs de ce petit titre-là, moi, je vais vous envoyer des vrais bonhommes du hardcore. Je vais vous envoyer l'âme et le cœur de la ECW, donc Tommy Dreamer, et ton mentor, la vraie légende du hardcore, Terry Funk. Et en fait, les quatre rentrent en rivalité, donc ils ont des matchs à Raw, à 1 contre 1 et tout ça. C'est assez violent, ça commence déjà, hein, le Edge arrive à battre Tommy Dreamer dans un Raw où déjà les deux, ils s'en mettent plein de fions. Et on arrive à One Night Stand 2 où c'est match par équipe hardcore. Donc, comme j'ai dit, Tommy Dreamer et Terry Funk contre Edge et Mick Foley. Et puis, il y a les deux... Mais en fait, ce sera à 6 contre 6. Ah, 3 contre 3, ouais. J'ai du mal, hein. T'inquiète. Dans la 3 contre 3, parce qu'en fait, dès le début, Mick Foley, les premières entrées, il se fait huer. Il arrive dans les rangs de se huer. En même temps, il a chié dessus pendant toutes les semaines. Et il arrive, il fait, ah, ça fait plaisir de vous voir, machin, mais ça, c'était qu'à Erzat, hein. La meilleure SW, c'était l'époque où Keka l'a dirigé mieux que personne, Stephanie McMahon. C'était là, Et après, il chante Invasion. Ouais. Là, il se prend une hit colossale. Et là, il dit, j'appelle mon partenaire, le co-détenteur d'accord, Edge, qui arrive, qui se fait conspuer, forcément. Et là, on a les deux fous qui arrivent, leurs deux adversaires, les deux malades qui arrivent. J'adore ce match. Il est violent. Vous allez le voir. Je suis obligé de rester un peu longtemps sur ce match. C'est violent. On va dire plein mal de détails de ce match. Ah, c'est violent. Et là, les trois sont dans le ring, donc Edge, Mick Foley et Lita. Les trois autres arrivent et Tommy Dreamer a ramené sa femme, Beulah Maggie Ligeti. Ouais. Et c'est elle qui prend le micro. Et elle dit, bon, à force de vous la péter et tout ça, et surtout toi, Lita, vu que je sais que t'aimes bien les plans à 3, tu veux pas qu'on fasse plutôt un plan à 6, et que voilà, toi contre moi, avec nos bonhommes, on va se mettre plein la gueule. Et donc du coup les deux commencent à se taper. C'était une catcheuse, Beulah, de toute façon. Une catcheuse de CW, ouais. Oui, pas une grande catcheuse. C'est une vallée aussi. Hein. C'est son meilleur match de sa carrière, à Beulah, le match. Oui, probablement, ouais. Probablement. Et donc du coup les deux se tapent un peu sur la gueule. Il y a Joey Styles, il peut comme ça crier catfight. Tout le monde est content. Et donc le match, au début en plus, ils font des tags, ce que je comprends pas dans un match hardcore. Ça va vite arrêter. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et c'était un match de rare violence. Il y a Terry Funk qui est éborgné dans le match. C'est un des matchs que j'ai du mal à regarder, même encore aujourd'hui. Ouais, parce que quand il torture Terry Funk dans le ring avec le barbelé dans la tête. Ouais, ou quand il le passe à travers la table pleine de barbelés. Ça, c'est la fin. Mais c'est violent. C'est violent. Rien à dire quand il l'éborgne. Ouais. Ou Terry Funk est évacué du match parce qu'en fait il pisse le sang de l'œil. Bon, c'est bien joué, hein. On lui a pas touché son œil, mais c'est pour dire quoi. De toute façon, Mick Foley et Terry Funk. Ouais, voilà, donc il est torturé, Terry Funk, il est obligé de partir. Les gens pètent les plombs, donc Tommy Dreamer se retrouve à 1 contre 3 avec sa femme, donc 2 contre 3, mais c'est plus vraiment 1 contre 3 parce que Beulah n'intervient pas trop.
Pareil, il se fait bien dégommer Tommy Dreamer, et là, Edge montre à quel point c'est vraiment une sale race, et qu'il est sadique et malsain, parce qu'il commence à vouloir s'en prendre à Beulah. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris, en termes, en dessous de la ceinture, quoi. Tommy Dreamer, il arrive quand même à sauver sa femme une première fois. Terry Funk revient dans le match, avec un bandage, mais ce bandage, mais mon dieu, il est terrifiant avec l'énorme sang. Il a un bandage sur toute la tête, et là il revient avec un madrier entouré de barbelé. Bonne idée. Bonne idée. Il n'y avait pas assez encore. Il revient dans le ring, il arrive à coucher un peu les deux, il y a un double low blow qui permet à ce qu'il rentre dans le ring sans se faire attaquer. Et là, Beulah allume le madrier enflammé. Et là, il tape Mick Foley avec. Mick Foley finit dans une planche de barbelé. Edge intervient, les deux finissent dans la planche de barbelé, enflammés. Voilà, les deux vieux, ils sont dans les flammes. Il y a les extincteurs pour les éteindre. Et eux, ils sont out du match. De toute façon, ils sont retrouvés dans le barbelé, en plus, ils peuvent plus sortir. Et on arrive à la fin du match. Donc, Tommy Dreamer, il arrive à reprendre le dessus, il met une de ses prises de finition à Edge. Sauf qu'en fait, Lita intervient. Edge couche Tommy Dreamer. Et là, Beulah vient voir son homme s'il va bien, et elle se prend un spire. Ouais, Il découpe Beulah, et il lui fait le tombé le plus salace. comme si... En fait, il fait le tombé de Rhea Ripley qu'elle fait à ses adversaires. il lui lève les jambes comme s'il couchait avec, quoi. Comme s'il couchait avec, et vraiment, et l'arbitre, il fait, on entend bien l'arbitre à ce moment-là qui fait, What are you doing? Et elle fait compte! 1, 2, 3, en mettant bien les 3 coups de bassin pour faire le 3. Ouais. Vraiment sale as fuck. Donc, il gagne le match. Le public pète les plombs, limite au bord, je pense, de faire déjà une émeute. Bon, ils attendaient de faire une émeute contre John Cena, donc ils se sont un peu retenus. Parce que je rappelle qu'il y a cette fameuse affiche, si Cena gagne, on fait une émeute. If Cena win, we will riot. C'est ça. Ils aident à Mick Foley à sortir de son... Il y a des bouts de chair qui restent accrochés. Ah oui, il y a Mais véridique, c'est Ouais, pas mais- une... Moi, ce match-là, je l'ai en DVD, hein. Parce que ceux-là, c'est des périodes où j'achetais les DVD tout. Dès que ça sortait, c'est violent as fuck. Vraiment, ouais. Ce match-là, je vous conseille d'aller le voir. Pourtant, on dit souvent qu'il y a certains matchs compliqués, mais celui-là, allez le voir. Ouais, mais il est Vraiment. compliqué quand même. Mais il est très important plus pour la carrière de Edge. Et on arrive au main event entre Rob Van Dam et John Cena. Et comme tu dis si bien, j'ai envie de te laisser le dire, Comment tu peux te faire détester à la fin du match face à... d'être le mec le plus D'être détesté. le mec le plus détesté de l'histoire du catch à ce moment-là, 20 minutes après, t'es acclamé par le public. Exactement. C'est un truc de dingue. Edge est capable en une demi-heure de changer tout le public. De tout le public, parce qu'on arrive à la fin du match entre John Cena et Rob Van Dam qui est génial. Il y a un rave bump, donc l'arbitre n'est plus dedans. Ouais. Le rave bump est plus dedans, et l'arbitre, il n'y a plus l'arbitre. Rob Van Dam se fait un peu est couché par John Cena, et là, un mec sous un casque de moto, avec un long manteau noir, arrive et met un spire à John Cena à travers une table. Et là, il enlève son casque, et c'est Edge. Et le public est fou. Le public est fou. C'est grandiose. Parce que, en fait, le public a compris que ça permet à Rob Van Dam de gagner. Voilà. Parce que juste derrière, Rob Van Dam voit ce qui se passe, voit le chaos. Il monte sur la troisième corde, il fait face à France Splash, et c'est Paul Heyman Heyman qui arrive. fait le compte de 3. Petite anecdote, et après, je pense qu'on fera une petite pause. Vas-y. Tout le monde se demande pourquoi Edge vient avec un casque de moto et habillé comme ça. On se dit, ça n'a pas de sens, parce qu'il se démasque 2 secondes après avoir fait le truc. C'est pas juste parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'était peut-être un casque de moto pour se protéger, pour se lancer dans la table, ou des trucs comme ça. Non. En fait, c'est une ref ECW. Donc on voit que Edge a vraiment est un gros fan aussi, et qu'il connaît l'histoire du catch. En fait, Paul Heyman, à l'époque, avait tout le temps des gardes du corps qui étaient sous casque de moto ou casque de sécurité, comme des CRS. Et en fait, Edge vient déguisé comme ça parce que c'est vraiment un hommage à l'ECW. Et c'est pour faire le clin d'œil. Pour faire le clin d'œil. Ok, ça prouve qu'en plus, non seulement d'être un beau catcheur, c'est un esprit du catch. Exact. Parfait. Donc après One Night Stand 2, qu'est-ce qui se passe pour Edge? Donc Edge, là, on va le pusher. On est toujours dans son push, mais là, c'est bon. Il a touché le titre une première fois. Là, il est temps qu'il ait de nouveau le titre, de manière plus importante, plus suivie, en ayant une grosse rivalité. Donc, ce qui a accéléré en plus les choses, c'est que le fait que notre ami Rob Van Dam fait de la merde. Première émission, les amis. Voilà. Donc, en fait, c'est Edge qui va reprendre le titre avant. Donc Rob Van Dam, en fait, il aurait dû garder... T'es documenté, il aurait dû garder le titre un poil plus longtemps. Je crois qu'il devait garder les 2 titres un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, puis comme il se fait choper avec de la drogue, Voilà, donc on lui enlève le titre WWE et on lui enlève très vite le titre de CW et on le... Comment on dit, il se fait suspendre. Voilà. Donc c'est Edge qui récupère le titre WWE. Voilà, c'est ça qui bat Rob Van Dam. Et là, il rentre en rivalité avec John Cena. Voilà, donc là c'est la grosse rivalité suivie. Ils vont s'affronter plein de fois, il va y avoir des segments très cool. C'est le premier qui va taper papa de John Cena. Ouais.
Le problème, il va mettre une tarte. Ce sera pas le seul, hein. Ce sera pas le seul. Père de Cena, il va en prendre des tartes dans la gueule. Exactement. À un moment, on en rigolait avec ça. Voilà, c'est ça. Et les matchs sont assez cool. Mais par contre, c'est un peu le défaut des règnes de Edge, c'est qu'il va jamais être un champion très long. Il va toucher plein de fois, mais ou entre ses blessures ou les rivalités, comment elles se passaient, il va jamais garder le titre très longtemps. Et avec Cena, il n'y a pas un échange. Il s'échange pas les titres. Il s'échange pas, c'est pas la patate chaude, un peu le titre. Si, un petit peu. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un qui le bat dans sa ville natale et l'autre qui le bat dans sa ville natale. Non, ou quelque chose non, comme là, ça. par contre, je crois que c'est Edge qui reste champion tout le long. Et en fait, John Cena récupérera le titre à la fin. Unforgiven. Unforgiven, ouais. Edge fait la custom la ceinture dans l'un des pires designs ever. Ouais. Parce que je sais que la spinner belt, moi je l'aime beaucoup au final de la recul. Alors la spinner belt. Merci, on l'aime beaucoup parce que c'est notre enfance. Ouais, bah c'est mon adolescence. Ouais, voilà. Donc j'aime bien son design et après j'aime bien c'est qu'il faisait plus tourner. Donc en fait c'est juste le titre. Et lui en fait il va enlever le logo de WWE pour mettre son logo à la Le Rated R, ouais. Elle est pas très belle. Non, c'est pas très joli. C'est un peu un custom un peu de feignasse, j'ai envie de dire. Pour mettre un petit truc, je vais pas rentrer en détail dans la rivalité parce que beaucoup la connaissent. Moi je trouve juste, je vais mettre un petit tacle avec tous les gens qui s'excitent sur les Orton Cena. Je vais encore mettre un tacle. Je trouve que Edge et John Cena, c'est une meilleure rivalité, une meilleure chimie qu'avec John Cena Randy Orton. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi. Alors, tu veux pas faire toute la rivalité, mais elle se termine, je crois, à Unforgiven. Bah, on va parler de Unforgiven. Pareil, j'ai le DVD à la maison. Oui. Où là, c'est un match TLC, je crois. C'est un TLC, ouais. Bah, le match juste avant à Boston, si Edge se fait DQ, il perd le titre. Ok. Il arrive quand même à gruger et gagner. Donc en plus dans la ville de John Cena, donc c'est sale. Et derrière, on est à Toronto. Et en fait, c'est là que John Cena va reprendre le titre. Ah, c'est ce que tu me disais, ils se battent dans la ville natale l'un de l'autre, quoi. Et c'est là où Edge, je pense, a eu de nouveau un peu confiance en son corps. Parce que le bump de fin, un peu trop dangereux. Il prend un FU du haut de l'échelle à travers plusieurs tables. On pourrait se dire, ça va. Il a déjà pris bien pire. Sauf qu'en fait, comment la prise a été faite, ça a été documenté. Edge est inconscient au moment du bump. C'est pour ça qu'il tombe très très mal dans la travers. D'accord, c'est parce qu'il a pris un coup avant, en fait, il se fait étrangler. En fait, sans le vouloir, en fait, quand John Cena essaie de l'attraper sur l'épaule, en fait, il se fait étrangler un peu sur l'épaule de John Cena, il se fait un peu étrangler quand il combat sur l'échelle, et en fait, dès qu'il est sur l'épaule de John Cena, il est déjà KO. En fait, donc il aurait pu vraiment se tuer. Il aurait pu vraiment se tuer, donc quand il tombe, on voit, il tombe, c'est pas safe. Son bump n'est pas du tout safe, en fait. Donc John Cena peut partir dans de nouvelles aventures. Orton, notamment? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Non, là, il va repartir Ah, Umaga, peut-être. C'est Umaga, ouais. Ça, je crois que sa rivalité d'après, c'est Umaga, et après, on va arriver à WrestleMania 23 contre Shawn Michaels. Ouais, donc du coup, là, Edge, il va se mettre assez vite avec Randy Orton. Pour un Ratid RKO. Pour Ratid RKO, ouais. Donc il va se mettre en rivalité contre la DX. Où là, donc, du coup, les amis, vous pouvez retourner voir notre deuxième vidéo sur la DX de 2006, où c'est la dernière grosse rivalité de la DX. C'est ça, on en parle assez en détail pour les deux. Donc, pas trop j'ai pas grand chose à rajouter de plus là-dessus. Oh, on en avait bien parlé. Et ils ont été champions, donc c'est marquant pour la génération RTA, ils s'en souviennent de cette équipe, elle était marquante quand même, Ratid RKO. Mais ils étaient là normalement pour donner le titre à la DX. Ce qui n'a pas été fait, hein, parce que je me blesse, mais de base, ce qu'on avait dit. Oui, parce qu'en fait, pour revenir un tout petit peu là-dessus, la DX a aidé plusieurs fois Cena quand il était face à Edge, que Edge était aidé Edge aussi. et Orton aussi. Voilà, et du coup, à un moment, quand Edge perd le titre, bah, c'est pareil, on le recule un petit peu du title shot. Oui. Et on l'envoie face à DX, qui est très bien aussi. Très bien aussi. Et on arrive à WrestleMania 23 où en fait Edge est blessé. Donc il va devoir prendre du time off. Il n'est pas blessé à fond, mais il faut qu'il prenne du time off. Donc pour pouvoir lui faire prendre du time off, on lui dit « Ah bah si on faisait un bump de malade !» Donc le mec est quand même chaud d'accepter ça alors qu'il était blessé, ça aurait pu être dramatique en fait. Ouais, donc dans la WrestleMania 23, parce que tu l'as pas dit, il participe à Money in the Bank. Money in the Bank. Donc c'est le premier Money in the Bank où ils sont 8. Ils sont 8, ouais. Et en fait, Jeff Hardy décide de pas gagner le match, mais de tuer Edge. De venger son frère, peut-être. Entre guillemets, oui, parce que je pense les que deux se mettent dessus. Dans le storytelling, ça doit être un peu ça. Les deux se mettent dessus, donc les deux Hardy Boys sont dans le match. Et en fait, il y a une échelle entre l'éperon et la barre de sécurité. Matt Hardy couche Edge dessus, il le tabasse dessus, et notre bon Jeff Hardy monte sur la plus grande échelle dans le ring et fait son leg drop. Ouais. Donc, parce que c'est pas une Swelton, hein, c'est vraiment. Ça leg drop. Et là, du coup, Edge est évacué du match. Les deux. Et des écrans. Les deux, parce que Jeff Hardy revient pas du match non plus. Hein. Et les deux sont. Le bump est d'une violence, l'impact, quoi, avec l'échelle qui pète en deux. Complètement tapé, quoi, Jeff Hardy, quoi. Oui.
Mais ça permet à Edge d'être Un peu de time off. un peu time off. Pour soigner un peu de blessure. Et donc quand il revient. Et son retour, en fait, c'est Ah ben en plus j'ai dit une bêtise avant, c'est là où il va avoir le nom d'Ultimate Opportunist. D'accord. Parce qu'en fait, il s'en prend au vainqueur du Money in the Bank. Il s'en prend avec Ken Kennedy, à Mr. Kennedy, qu'on a parlé assez récemment. Donc c'est Kennedy qui remporte ce Money in the Bank là. C'est ça, parce qu'on voulait toucher. Et en fait, c'est Kennedy que des ratés dans sa carrière. Bon, on le dit dans une de nos vidéos justement à propos de Kennedy, là on en parle. Ouais, il se blesse ou un truc comme ça. Et en fait, Edge, lui, prend la mallette. Il l'a fait mettre en jeu, il dégomme, il l'attaque même avant le match, donc du coup, et il arrive à le battre et il lui prend la mallette. Donc pauvre Ken Kennedy, il n'avait pas pu cacher. Et Edge, c'est la deuxième fois qu'il a la mallette, sans la gagner en plus. Ouais, c'est vrai. Sans la gagner dans le match Shell. Et en fait, il intervient, j'en ai parlé en début d'émission, il y a le dernier match de la rivalité entre Batista et Undertaker. Match en cage à SmackDown, les deux, ils tombent en même temps, en fait, les deux s'enfuient de la cage. Et ils arrivent à faire. Batista, il est doué pour faire les trucs. Ouais, comme avec Cena. Et en fait, les deux, ils touchent tous les deux les pieds en même temps. Ou je crois que Taker tombe un poil avant. Comme ça. Mais dans tous les cas, Taker reste champion. Donc Batista dégoûté, il repart en backstage. Et là, Mark Henry vient, il dégomme l'Undertaker. Il revient un an après de leur rivalité, il s'en prend l'Undertaker. Donc l'Undertaker, il est complètement KO. Et là, quand Mark Henry part de son beatdown, Edge arrive avec la mallette. Il cash in. Et il devient champion du monde poids lourd. Ouais. Vraiment, encore une fois, gros opportuniste en fin de show. Troisième titre là. Troisième titre. Ok. Mais premier titre poids lourd. De SmackDown. À SmackDown. De SmackDown. Donc la Big Belt. Je trouve, petit aparté pour donner mon avis, je trouve que c'est l'un des mecs qui lui porte mieux cette ceinture aussi. On l'a déjà dit, mais qu'est-ce que j'aime bien. La Big Belt, c'est la plus belle ceinture et il y a des catcheurs, elle va très très bien. Je trouve qu'Edge, elle va très très bien. Alors que la WWE lui va pas du tout. Non. Pour le coup. Elle va bien à Cena par contre. Ouais. Oh, elle va bien à Triple H aussi. Ouais, et à Orton aussi. À Triple H, les deux lui vont bien. Voilà. Mais la Big Belt à Edge, je trouve que c'est parfait pour lui. Et en fait, comme il est champion à ce moment-là, il va encore une fois se blesser. Il va devoir rendre son titre très vite, le rendre vacant. Et quand il revient, il va de nouveau s'intégrer dans la rivalité. Batista, Undertaker qui va continuer derrière. Dans les lignes de scène où il vient en tant que caméraman, j'avais déjà parlé. Donc il coûte le titre à Batista. Il arrive à devenir champion, et en fait c'est tout ce qu'on a déjà parlé dans la vidéo sur les retombées de la mort des 10 héros, la famille. La Familia. Donc, pareil, je vais skipper parce que j'en ai beaucoup parlé. Si vous voulez aller voir, là, vous pouvez aller voir tranquillement. C'est le bras armé de 10 héros, mais il profite d'elle, c'est un salopard. Il va la tromper plusieurs fois, il va avoir son énorme rivalité avec l'Undertaker, et ça va lui permettre d'avoir son premier main event. De WrestleMania où c'est un match en Hell in a Cell. Non, c'est le match normal. C'est un match classique. Un match classique qui est génial. Et derrière, il se fait write-off justement la fin de rivalité contre l'Undertaker, c'est le match Hell in a Cell où ils ne doivent pas saigner. Ah oui. Et qu'il se fait choc-slammer dans un trou en feu, quoi. Et quand il revient, il rentre en rivalité avec qu'on s'appelle Triple H, Vladimir Kozlov et Jeff Hardy, où il va dropper le titre, il va redevenir très champion. Comme j'ai dit, c'est pas de chose Edge. Il est champion plein de fois. À ce moment-là, à chaque fois, il récupère le titre. C'est souvent le champion de transition, quand même. Très souvent. Il a du mal à le garder à un moment. Ouais, on lui fait pas garder à un moment. Marquant. Il a des runs marquants, on s'en souvient, mais par contre, c'est très court à chaque fois. C'est-à-dire qu'on se rappelle beaucoup de sa prise de titre. Très souvent, ouais. Voilà, c'est ça. Oui, parce que quand il revient, où Jeff Hardy est KO dans son hôtel, on sait pas trop pourquoi, il revient entre le Triple H et Vladimir Kozlov. Je ne ferai pas la blague. Il revient barbu, j'en parle souvent, et il devient champion. Et où là, c'est Jeff Hardy qui est attaqué par son frère. Oui, en fait, c'est ça. Et même qu'on accuse la Familia d'avoir attaqué Jeff Hardy. Alors que c'est pas lui. Alors que pour une fois, il est innocent. Voilà, il drop le titre à Jeff Hardy dans le triple threat entre Triple H, Edge et Jeff Hardy à Armageddon 2008, donc il repère le titre. Et il affronte Jeff Hardy au Royal Rumble 2009, où c'est Matt Hardy qui coûte le match à Jeff Hardy, il redevient encore une fois champion. On arrive à l'Elimination Chamber, que j'avais déjà parlé, où il en fait 2 dans le show. Ben raconte ça. Donc on arrive à l'Elimination Chamber 2009. Donc le premier Chamber, c'est pour le titre de SmackDown, donc le titre WWE. Donc il est champion, et il commence le match avec Jeff Hardy. Et en fait, il se fait éliminer avant même l'entrée du premier catcheur. Jeff Hardy, il arrive à lui faire un petit paquet, et il perd son titre. Donc, il fait fou et tout, il se fait éliminer du match, Triple H devient champion à l'issue de ce match. Et lui, en tant que bon opportuniste et en bon tapé, pendant l'entrée de Kofi Kingston, qui est censé participer dans le Chamber, il vient et l'attaque dans le dos. Et il le défonce, il lui met un concerto entre... Je me souviens que quand il le défonce, c'est très marquant et très violent, parce qu'en fait, il met la tête de Kofi Kingston sur l'escalier.
Donc il a la tête dans le creux de l'escalier et il lui met un concerto. Donc C'est comme ça qu'il vire Cody Kingston de et il l'équation rentre dans le et il chamber. prend sa place. Il rentre dans le chamber. C'est magnifique le catch quand même. Voilà. Et en fait, personne ose lui dire qu'il n'a pas été là, quoi. Il est dedans. Et il y a le spot génial où ils éliminent John Cena à 3. Donc 619 Cutbreaker et tout Spear, où la tête de Edge est impayable et que Rey Mysterio et Jericho sont choqués que John Cena sorte qui était le champion. Ouais. Là, t'es sûr qu'il y a un nouveau champion, quoi. T'es sûr qu'il y a un nouveau champion. Bah, les deux nouveaux champions, ouais. Et en fait, Edge bat Mysterio à la fin pour devenir champion du monde poids lourd, encore une fois. Donc le gars, vraiment, là, si on regarde Armageddon 2008, Royal Rumble 2009 et Elimination Chamber 2009, combien de fois il a pris le titre? Combien de fois il l'a perdu et qu'il l'a pris, c'est impressionnant. Hein. Donc c'est vraiment patate chaude. On arrive à WrestleMania 25 où je trouve que c'est très décevant parce qu'en fait il y a le Big Show dans l'équation et je pense que le Big Show il aurait dû être ailleurs. Ils auraient dû faire John Cena contre Edge. Franchement, ça aurait été cool parce qu'ils ont pas eu de match à Mania solo les deux. Alors que c'est deux bons rivaux quoi. Donc ça triple threat, donc Big Show, Edge et John Cena redevient champion. Toujours la passe. La passe, il y a un moment ultra marquant dans le match parce que John Cena il porte le Big Show et Edge en même temps. Ah ça je me rappelle. Ouais, Few c'est quand même comment que Cena, c'est super Cena quoi. Et j'aime beaucoup l'entrée de Cena avec tous les clones. C'est celui-là où il y a tous les clones. Tous les clones du Faudio Kensimi. J'aime bien. Et encore une fois, on arrive au pay-per-view d'après Backlash. C'est Backlash. Ou c'est Extreme Rule, je sais plus l'un des deux. La SmackDown contre Edge et John Cena. Encore une intervention du Big Show qui coûte le titre à John Cena et Edge redevient champion encore une fois. Ça c'est vraiment le souvenir. Excusez-moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai de cette période-là où c'est vraiment à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. C'est ça, vraiment, ils n'arrêtent pas de se le passer. Pour te dire que là, il va rentrer encore une fois en rivalité avec Jeff Hardy et il va perdre le titre face à Jeff Hardy. Ah oui, c'est la fameuse fois où Jeff Hardy est champion. Ouais, champion du monde poids lourd et que Jeff Hardy va partir en rivalité contre CM Punk. Où en fait, Edge il avait perdu une fois aussi son titre par un cash-in de CM Punk, j'ai oublié de le dire. Où il vient le lendemain d'un show et il se fait c'est ce show-là. C'est ce show-là. Je vais y penser ou pas. Je sais plus. Je suis désolé les amis, j'ai plus de souvenirs. Donc c'est avant 2009. Ou c'est en 2009. Il va perdre le titre au bouffet de CM Punk, il me semble. Qui va cacher sur lui, parce que Batista vient le dégommer. Non, c'est avant, j'avais oublié. Ça, en fait, il vient parader à la fin d'un show, au début d'un Raw, en disant, je suis champion de double brain, et en fait, Batista vient dégomme Edge, et CM Punk cashing, son premier cashing. Donc c'est après WrestleMania 24. D'accord. Parce que là, on était post WrestleMania 25. Ah, là, on était c'était à WrestleMania 24 où il perdra aussi son titre dans un cashing. Ah, il aura vraiment fait, avec le titre, ça aura tout vraiment été... Tout le temps, il le perd tout le temps. Il le perd, il le gagne tout le temps. Et en fait, post WrestleMania 25, donc là, il va perdre contre Jeff Hardy. Jeff Hardy va récupérer le petit poids lourd, et il va le garder 18 secondes parce que CM Punk va cacher sur Jeff Hardy. C'est la fois où CM Punk, il a gagné les 2 années de suite le Money in the Bank, c'est ça? C'est ça, il le gagne à WrestleMania 24 et WrestleMania 25. Et notre Edge, lui, en fait, il va partir en mid-card dans un truc que tout le monde dès qu'on a découvert ça, tout le monde a pété les plombs. Je me souviens, tous les fans d'internet, tous les gros Sparts, on a tous pété un câble parce qu'on avait tous envie de voir ça. C'est que Chris Jericho, il va présenter, il dit qu'il va avoir un partenaire par équipe pour gagner les titres disputés par équipe. Et il s'avère que c'est Edge. Donc normalement, c'était Edge et Chris Jericho. Il devient champion, hein. Ah, bah tu m'étonnes, t'as vu l'équipe? L'équipe All-Star, quoi. Vraiment, surtout quand on voyait la division par équipe à l'époque. Déjà, ça doit faire du bien aussi un petit peu à la division par équipe. Ouais, c'est ça, c'était pour crédibiliser le titre unifié, parce qu'à l'époque, il y avait 4 ceintures. Donc c'est vraiment cool, tout le monde attend. Et là, encore une fois, Edge se blesse. Il se blesse au tendon d'Achille, ça doit friter ça. Ça doit faire mal, ça. Ça doit vraiment faire mal, donc il est bright off. Chris Jericho se retrouve bec dans l'eau. Mais ça va donner l'une de mes équipes préférées de tous les temps. Jericho. Jericho. Donc c'est parce que Edge se blesse Jericho est créé. Que Jericho est créé. Bon retournement. Et le truc qui est très bien, pendant toute la conversation de Edge, Jericho va créer une rivalité à distance. Parce qu'il va mettre des tacles à Edge tout le temps. En disant, voilà, toi tu te blesses tout le temps, ce qui est vrai. Moi j'ai un ADN supérieur, je me blesse jamais, ce qui est vrai. C'est ça qui est fou en plus. Donc c'est une part de vérité, quoi. Et Edge revient en Royal Rumble 2010 pour le gagner. D'accord. Et ce Royal Rumble, c'est pas la victoire de Edge le plus important. C'est l'acting de Shawn Michaels dans ce Rumble qui est exceptionnel, souviens-toi. C'est là où il pète un cap parce qu'il perd. Parce qu'il veut affronter Taker. Et que c'est limite c'est son dernier moyen de pouvoir rester affronter Taker parce que Taker avait refusé de l'affronter.
et qu'il se fait luner par Batista et que son acting est exceptionnel, quoi. Vraiment, aller voir ce Rumble. Oui, il a le regard des mauvais jours. Il pète les plombs, il tape les arbitres et tout ça. Et même Batista, quand il limite, c'est limite un peu ridicule, il lui tape un peu les mains parce qu'en fait, il veut vraiment pas tomber, quoi, chez Michael. Il est exceptionnel. Parce que c'est Undertaker champion. Undertaker champion. Ouais, donc du coup, le but, c'est de... Oui, sa seule chance d'aller affronter le Taker, c'était de gagner. C'est ça. Et dans ce Royal Rumble là, il y a le parcours de CM Punk exceptionnel. Ouais. Parce qu'il a un Edge Society, et qu'en fait, il élimine tous les premiers gars tout de suite, et qu'en fait, il attend de faire des promos dans le ring. Je vous conseille, c'est génial. C'est là où à un moment, il regarde sa montre, face à son bras, et qui dit c'est court, ou quelque chose comme ça. Il a plein de gars, Air Trousse, tout ça. Il élimine Ben Phoenix, qui est en couple avec eux à l'époque, qui se mettra en couple avec Edge bien plus tard. D'accord. Parce que Ben Phoenix, il élimine Red Khali, parce qu'en fait, quand c'est CM Punk, il élimine un peu tout le monde. Il y a Red Khali qui vient, il fait, je suis dans la merde. Il y a Ben Phoenix qui vient, alors que c'est un rebelle masculin. Et en fait, elle embrasse le Red Khali pour l'éliminer, et derrière, il lui met un gros GTS pour l'éliminer, vraiment comme un énorme porc, quoi. CM Punk est génial, ce Rumble. Je vous conseille, Rumble. C'est quelle année, tu dis? Rumble 2010. Pour, avant WrestleMania 26. Attention les amis, on baisse le son. Voilà. Ça va, il en a fait moins que ce que je pensais, hein. Ouais, je traîne encore un peu le rhume. T'inquiète. On arrive juste avant Mania, c'est l'Elimination Chamber, où Shawn Michaels va coûter le titre à l'Undertaker au profit de Chris Jericho. C'est pas pour faire gagner Jericho, avec toute la rivalité qu'ils avaient, ils voulaient pas aider Chris Jericho, ils voulaient non, tout ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir... c'est moi que tu dois voir à WrestleMania. À WrestleMania. Donc du coup, le titre, ça permet à Chris Jericho de devenir champion. Et bah forcément, vu que Chris Jericho il s'est amusé à insulter Edge pendant un an, pendant autant de temps, bah Edge le choisit. Et là, pareil, les gens pétaient les plombs. On l'attendait tous ce match, parce que c'est un peu un match à d'internet en vrai. Un dream match. Un dream match, c'est vraiment un dream match pur in ring. On sait que les deux, ils vont avoir une chimie de fou, même si Edge avec toutes ses blessures. À l'époque, il était ultra kiffant. J'avais bien aimé en plus son redesign de pantalon, où il avait la ligne avec la croix, avec les têtes de mort. Edge était très beau à ce moment-là. Chris Jericho, il est toujours aussi bon. Et les deux doivent s'affronter à Mania. On attend ce match comme un ouf. J'aimais pas trop le coup du spear, je crois que j'en ai déjà parlé. Où voilà, Edge il lui dit, l'autre il lui dit ouais t'as peut-être un ADN supérieur, mais moi j'ai un spear supérieur. Et en fait il le spear limite tous les shows, quoi. Voilà. Et on arrive au match, et là on est persuadé qu'Edge va gagner, parce que retour de Rumble, retour de triomphant et tout. Et ben non, Chris Jericho le bat dans un excellent match. À WrestleMania. De toute façon WrestleMania 26 c'est aussi c'est un excellent WrestleMania. Sous-côté pour moi, parce que je l'avais déjà dit, je préfère l'Undertaker Shawn Michaels dans WrestleMania 26, plus la fin carrière de Shawn Michaels en main event, donc j'adore. Le Batista Cena, toute la rivalité qu'il y a, le match est normal, mais tout ce qui amène à ce match, j'ai adoré. Et Edge Chris Jericho, top. Surprise quand même, c'est vrai, comme tu dis, avec le retour de Edge au Rumble, avec le passation de titre à l'émission Chamber, tu dis que Edge va gagner. Récupérer, et bah non. Et elle continue leur rivalité du coup. Bah, je vais y venir. Il y a aussi CM Punk et Mysterio dans WrestleMania qui est génial aussi. Strategy Society contre Mysterio dans leur grosse rivalité que j'aime beaucoup. Et en fait, bah, le lendemain c'est dans SmackDown qui suit, pas à Raw, le lendemain dans SmackDown, Chris Jericho vient se la péter, il est un peu blessé parce que Edge à la fin du match le dégomme. Il lui met un spear à travers les barricades des tables de commentateurs, à travers les barricades. C'est pour se manger de la défaite, quoi. Et en plus, on croit que Edge s'est blessé au tendon d'Achille parce qu'il le joue super bien, pour le coup. Il le joue super bien. Parce qu'il se prend même un code breaker alors qu'il est que sur une jambe. C'est comme ça que le match finit, quoi. Donc c'est top. Et on arrive à SmackDown. Chris Jericho se la pète, il a des bandages partout, mais il se la pète. Et là, cashing de Jack Swagger. Voilà. Jack Swagger qui avait gagné le Money in the Bank la veille. La veille. Ok. Donc, cashing. Donc je sais que Jericho va affronter les deux en triple threat, mais ça va mal finir. Il va réussir à conserver. Je sais plus comment, mais il va conserver. Et derrière, Edge est drafté à Raw. D'accord. Voilà. Donc du coup, il y aura jamais vraiment eu de fin entre les deux, ouais. Entre Y2J et Edge. Ouais, c'est ça. Derrière, Edge est tour face. Je trouve ça pas intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'il va tourner heel au bout d'un moment. Mais il est censé avoir une rivalité contre Randy Orton. Ouais. Tout le monde l'attend aussi, encore une fois. C'est beaucoup d'attentes sur les matchs de Edge contre certains adversaires. Parce qu'ils avaient fait une masterclass en 2004. Mm-hmm. Les deux, ils avaient une chimie de fou. Donc on attendait plus à il y aurait des KO. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'ils se raffrontent.
Et j'en ai parlé aussi dans une vidéo assez récente où c'est la pitié absolue. C'est là où Randy Orton se dégomme l'épaule en préparant son RKO. Ah oui, tu l'as dit dans... Alors je sais pas si les amis vous les avez déjà entendus. Je crois que c'est dans l'émission sur les retombées de la mordillère. Alors celle-là vraiment oui, parce que comme il y a certaines vidéos qu'on a tournées que j'ai pas encore diffusées, peut-être celle-là sera avant ou après. Ouais, voilà. Vous verrez bien les amis. Donc le match ne pouvait pas finir. Edge devient la défer de lance pour affronter le général manager anonyme, c'est de la merde. Et on arrive très vite au Nexus, où il fait partie de la team. Ouais, moi Team Cena, Team Nexus, la Team C. On va Je l'ai pas en déjà parler en dit, détail, mais- je vais juste donner cette petite anecdote, comme ça je la donnerai peut-être pas après, ou je leur donnerai, on verra. C'est que la décision, c'est Edge. La décision de si que la Team WWE gagne, c'est ça que tu veux dire? Voilà, Cena avait dit, non, moi, je veux pas qu'il gagne. Je veux qu'on me mette à dignité à l'extérieur du ring et après que je les élimine tout seul. Et là, il y a Jericho Edge, mais non, il faut que tu en fasses gagner leur premier match, sinon tu vas les tuer. Et donc ils ont essayé, pendant toute la préparation, convaincre John Cena d'accepter de se coucher. Et il a pas voulu. Non. Mais par contre, il l'a reconnu derrière, auprès des deux. Pas auprès des pauvres qu'il avait coulés, hein. Auprès des deux vétérans, il leur a dit, non, mais vous aviez raison, j'aurais peut-être dû... Parce qu'il les a tués. Bah oui, il les a tués. Enfin, Cena, c'est le champion de l'époque. Alpha et Omega, il faisait un peu ce qu'il voulait. C'est ça. On arrive pas loin. J'adore, par contre, les amis, excuse-moi, mais Ouais. ça y est, je te coupe. J'adore, et vous pouvez la retrouver, quand John Cena crée son équipe. Parce qu'en fait, tout le show avant, pendant tout le show, tous les gars se font défoncer par la Nexus, en fait. Et là, il rappelle tous les gars qui ont pris des jetons par Il y a la le Nexus. Bret Hart dedans, hein. Il y a Bret Hart à la fin, il y a le Kurt, il y a le Great Khali, il y a R-Truth, il y a Edge, il y a John Morrison. Y2J. Et d'ailleurs, John Morrison. Et d'ailleurs, quand Edge arrive, il se met à côté de Cena et il lui lance un regard. Donc on voit ce qui s'est passé backstage. On voit que, on voit que, je sais pas si c'est backstage, mais on voit que Edge, ça le fait chier d'aider Cena quand même. Ah bah oui. Tu peux voir la scène où, Oui, mais du coup, Là- on peut voir ce regard comme... Putain, tu vas tuer ce... non, parce que là, c'est pas avant le match, hein, c'est quand il crée l'équipe. Oui, mais peut-être que ça joue. parce Peut-être. que Dans le Mais là, il tourne la tête, il fixe Cena, il le regarde d'un air. Tu sens qu'il y a toujours une animosité entre Ah les bah, il deux. le déteste, ça. Ouais, non, j'aime bien ce moment-là. Il le déteste, ça. On va arriver très vite à sa fin de carrière, mine de rien. Enfin, sa fin de carrière, entre guillemets. Sa première fin de carrière. Il va enchaîner pas mal de rivalités assez sympas. Il va rentrer en rivalité face à Kane, où c'est horrible. Je dis sympa, mais ça, c'est horrible. Parce que les deux n'ont pas de chimie. Ils n'y arrivent pas. Donc c'est lui qui va réussir à récupérer le titre après le run de champion du monde de Kane. Donc c'est cette rivalité où il va kidnapper Paul Bearer en chaise roulante, il va l'enfermer dans le frigo, il va ridiculiser et tout Où ça. Kane bat son frère 3 fois. Voilà, alors que c'est lui qui est face, ça déjà, mais c'est lui qui est le père de l'autre. Voilà, bref. Et en fait, il récupère, on est à TLC, et il récupère le titre dans un multiman. En fait, il y a un Fatal 4-Way entre Kane, Rey Mysterio, Alberto Del Rio, il me semble, et Edge. Et Edge en devient champion. Ok. Il va avoir sa petite rivalité avec Dolph Ziggler, Ok. où Vicky... Oui, parce que c'est Vicky qui est avec Dolph Ziggler, Voilà, là. c'est ça, où elle tente de bannir le Spear, Ouais. où même on a l'impression que Dolph Ziggler devient enfin champion, mais en fait la décision n'est pas comptée. La rivalité est sympa, où les deux par contre catchent très bien ensemble, ça va très bien ensemble. Et on arrive vers 27, Alberto Del Rio gagne le plus grand Rumble, le Rumble à 40, La 40, ouais. décide d'affronter Edge. On est dans le main event, on est dans l'opener de WrestleMania, donc encore pour les gens qui disent ouais mais Jey Uso il va aller dans le main event, il ne devrait pas avoir de main event. La preuve qu'encore une fois, on gagne le Rumble, on n'est pas forcément en main event. Et ce match est pas dégueulasse, assez court par contre, et Edge gagne. Donc tout pareil, un peu surprenant parce qu'on s'attendait à ce que Del Rio soit son couronnement. Et en fait non. Et derrière, Edge et Christian s'amusent à dégommer la manœuvre de Del Rio, avec quoi il était entré. Et là, surprise pour tout le monde, quelques semaines après, C'est le même, c'est pas au Raw du lendemain, moi. c'est peut-être au rang du lendemain, ou au SmackDown du lendemain, de la semaine, où il annonce qu'il prend sa retraite. Ouais, parce que le coup est C'est mort. plus possible. C'est plus possible, C'est ouais. parce que les médecins ils ont dit stop, et en fait, je pense qu'ils le savaient même avant. Ouais, mais je pense qu'en fait, s'il continue à catcher, ça pouvait venir sur une paralysie. Par contre, ce que les gens ont dit, c'est dommage, on l'enlève alors qu'il est au sommet, et des trucs comme ça. Par contre, c'est pas vrai, parce que Edge, à l'époque, voulait déjà prendre sa retraite. Ouais. Et il avait déjà dit en backstage qu'en fait, il voulait catcher encore 1 ou 2 ans. Donc en fait, au moment où il annonce sa retraite, il voulait catcher, je crois, encore 1 an ou 2 ans, pas plus. Il avait dans sa tête, il avait déjà prévu de prendre sa retraite. Et en fait, la décision abrupte qui lui dit qu'il doit s'arrêter. Donc on va passer sur une longue... Bah, je crois qu'après, Ça leur pose avant son retour, pendant quoi. des années, on le voit pas.
Non, il revient de temps en temps. Voilà, faire un petit coucou. Petit coucou, Il y a cette voir his- des émissions avec Il Christian. y a cette histoire avec l'autorité qu'on a En parlé. fait, c'est justement. la tentative de meurtre de Seth Rollins sur lui. Voilà, qui fait que et, John Cena a dit bon bah ok, l'autorité peut revenir. Peut venir. Vraiment, il a des petits rôles où il apparaît comme ça de temps en temps. Et on arrive au Royal Rumble 2020. Ouais. Avec l'un des retours les plus émotionnels de tous les temps. Mémorable même. Mémorable. Et... Déjà, il y a Christian dans le match, je crois. Non, Non. c'est durant le Royal Rumble du Covid où Christian revient. D'accord. Avec Edge qui va le gagner. Ok. On va y revenir. Vas-y, alors explique, Donc, parce que moi, c'est... Royal Rumble 2020, donc c'est le Royal Rumble que Drew McIntyre gagne. Il y a Brock Lesnar qui fait... Qui shoot 13 personnes. Pour moi, c'est un de mes Rumble préférés. Ouais, j'adore. Tu vois, il y a le Royal Rumble 92 qui est considéré comme le meilleur. Celui-là, pour moi, il est dans le top 3. Ouais. Il est génialissime. Tout le booking de ce show est génial. Il y a le retour de Edge, où ils arrivent à rater son premier spear à cause de la caméra. Ouais. Où il filme pas quand il couche Dolph Ziggler. C'est bête. Sans faire exprès, il blesse Edge Style, qui a voulu bumper comme un Au bras, je crois. Ouais, il se blessait à l'épaule. Mais c'est émotionnel, on le voit dans son regard qu'il est heureux Il est heureux d'être là. Parce que, en fait, comme dans sa tête à l'époque, il savait quand il allait prendre sa retraite, on lui coupe l'herbe sous le pied, donc il avait l'impression d'avoir Un truc à finir. un truc à finir. En fait, au final, il cache bien plus longtemps que ce qu'on aurait pensé, parce que là, il est à la WWE. Donc, voilà, il a beaucoup de choses pour lui, je pense, à raconter, et tant mieux pour lui. Même si je vais y venir, je répète, hein, j'aime beaucoup la WWE, on va me prendre pour un hater, parce que souvent, quand j'en parle, je vais les critiquer. Mais celui-là, je vais être obligé de critiquer 2-3 trucs, quand on y arrivera. Dans ce run de 2020, il va rentrer très vite en rivalité avec Randy Orton. Bah, je me rappelle qu'ils ont promu comme le plus grand match de tous les 4 de temps. l'histoire. En fait, dans la période Covid. Donc déjà, il y a le match à Mania qui est chiant. Souviens-toi de ce match horrible. Mec, il dure des plombes. Il dure des plombs où ils sont dans les backstage et tout Ils ça. vont s'entraîner dans la salle de... Excusez-moi. Où il va s'entraîner dans la salle de sport. Ouais. Où ils vont se battre dans la salle de sport. Ouais, je trouvais que c'était Trop long. Et surtout que c'était de très mauvais goût. Ouais, à cause de Benoît. À cause de Chris Benoit. Donc ça, en plus, c'était pas une bonne décision. Ce match est horrible. Franchement, Ouais. ce match, je le Trop long. il est Trop long. Trop long. Chiant. Il arrive à battre Orton. Souvent il part et il revient en fait. C'est souvent il y a eu un running gag en fait à même où on disait c'est le retour de Edge toutes les semaines en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il revenait, ça faisait un retour, on le voit pas pendant 3 semaines, il revient. Il se blesse quand? Il se blesse déjà à ce moment-là ou il se blesse après justement le match le meilleur de tous les temps. Je sais pas, mais il se blesse rapidement après son Ouais, retour. Donc le greatest wrestling match ever là, ça a été promu comme ça, c'est un mix match, vrai match cinématique. Je trouve ça nul. Le match est pas dégueu, hein, parce qu'il est bien monté, hein, mais c'est un match monté, on le sait. Donc le match est bon, mais déjà c'est pas le meilleur match de tous les temps. Même en étant monté, il n'atteint pas les meilleurs matchs de tous les temps, c'est ça qui est fou. Et là où moi ça m'a sorti du match, c'est dès que la cloche sonne, c'est quand il y a la caméra en dessous d'eux quand ils se font la prise de contact. C'est bon. J'avais déjà plus envie de regarder. Ouais, ça t'a saoulé. Ça m'a saoulé. Arrêtez de me prendre pour des cons. Pendant qu'ils font la prise de contact, il y a le caméraman, il s'est couché en dessous pour regarder comme ça. Faut arrêter. Donc c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas bien. C'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas ce qu'on veut voir. Donc oui, il se blesse une première fois. Donc, il est pareil. Durant la période Covid, on le revoit plus trop, je crois. Je sais même plus si il va revenir aux alentours de WrestleMania, justement. Il va revenir au Rumble. Donc Rumble 2000, au Rumble du Covid, il va le gagner. Donc il y a même Christian qui fait son tour à ce moment-là. Les deux Oui, se c'est pas reparlent de un la câlin. shape et tout. Ouais, c'est ça, ils se font un câlin et tout. De l'avoir donné le Rumble à Edge à ce moment-là, je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision, mais il voulait le faire affronter Roman Reigns. C'était ancré dans le marbre. Et comme j'aime bien dire souvent, et en vrai, pour la qualité in ring, pour moi, il fallait. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une affiche Edge Roman Reigns tout seul, ça aurait pu. Hein. Mais in ring, je pense que les deux ensemble, ça aurait pas spécialement bien marché. Ouais. Et du coup, la blague, il y a Joe Lacruste qui va arriver. C'est Daniel Bryan. Daniel Bryan, ok. Daniel Bryan qui va être intégré dans le match parce qu'il est en rivalité avec les débuts de la Bloodline, tout ça. Et il va réussir à être intégré dans le match. Je me demande même s'il n'y a pas de Chamber. Peut-être, je sais plus. Je sais plus comment il atteint le truc. Le match est vraiment cool, c'est un très bon main event, c'est au retour du public durant l'époque Covid. Où là, vraiment, ils ont fait venir où le show a commencé en retard parce qu'il y avait la pluie. Et qu'on voit Samoa Joe en ciré, souviens-toi. À WrestleMania. Ah ouais, WrestleMania, ouais. Où ils avaient même eu des problèmes, je me souviens que... De diffusion et tout. De diffusion, je me souviens que même au tout début, il y a des mecs qui parlent, tu les entends pas, et je crois que même que les commentaires français, il y a un quart d'heure ou 20 minutes de battement avant que ça vienne. Déjà, le parce qu'il y a show des problèmes a de une partout. demi-heure de retard où ils sont Ouais. faire des segments backstage improvisés et tout ça, parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de Mania qu'il y a eu un truc qui a empêché de le faire. Mhm. Donc c'est ça qui est ouf. Et le main event est très bon, et en fait ça assis Roman Reigns en tant que le boss ultime.
parce que le match est très violent, ça triple threat, donc du coup il y a plein d'interventions, des Usos, tout ça. Edge popularise le crossface avec la barre de la chaise, que j'aime beaucoup maintenant, ce spot qu'il utilise tout le temps maintenant, où il pète un des barreaux de la chaise pour faire un crossface avec. J'aime bien. Et Roman Reigns gagne le match en empilant les deux. Où il y aura un t-shirt qui sera sorti, Stack Them, où il empile Edge, il empile Daniel Bryan sur Edge, il fait tomber sur les deux. Il a, dans son nouveau run, dans son deuxième run, entre guillemets, après sa retraite, il touche pas le titre, on est d'accord, hein. Non, il le touche pas. Ouais, c'est pas plus mal. Oui, non, pour moi, il fallait pas le faire toucher pour moi. Même déjà, lui faire gagner le Rumble, c'était tout à fait. Ouais, déjà, c'était déjà limite. Donc, donc du coup, Jeff, pour moi, il fallait pas qu'il touche le titre, il avait pas besoin. Sa rivalité importante d'après, c'est Seth Rollins, où vraiment les matchs sont bons, surtout les lignes de sel qui est vraiment très très bon. Où Edge est devenu, comme il va enchaîner deux lignes de sel très vite, il va devenir le troisième visage de lignes de sel après Triple H et Undertaker en fait. C'est parce que lui, tous ses lignes de sel sont quand même assez mythiques aussi. Sa rivalité contre Seth Rollins, elle est vraiment bien. Y a pas une rivalité aussi où il y a sa femme avec? Ça c'est avec le Judgment Day, c'est après. Ah, c'est après où il y a Phoenix qui vient. C'est après. Contre Seth Rollins, c'est vraiment cool. Il le bat en Arabie Saoudite, c'est quand même Edge qui gagne à la fin. Les matchs sont bien violents, c'est quand dans la revention du personnage de Seth Rollins où il devient vraiment flamboyant, les machins et tout ça, j'ai bien aimé. J'ai plus trop de souvenirs de tout ça parce que je vous avoue que les périodes récentes, je suis pas aussi assidu qu'avant. Ouais. Et après, on arrive sur une idée de lui, mais McMahon n'a pas voulu. Et donc, du coup, ça a permis quand même de pusher les gars. Mais lui, il n'a pas servi à grand chose, mine de rien, c'est l'inventeur du Judgment Day. C'est lui donc l'instigateur de ça? C'est lui l'instigateur de ça, il tourne aussi sur Mysterio, tout ça. Il devient leader de clan. Et le but c'était de pusher Daniel Priest et la Ripley. C'était vraiment le but, en s'entraînant à Finn Balor et tout ça. À WrestleMania, il affrontait Jay Styles dans un bon match où il a un nouveau thème qui chantait aussi par Metalagus. J'aime beaucoup le thème de Edge Judgment Day. C'est dommage qu'on l'apporte. Le Judgment Day va rentrer avec, mais après ils vont l'enlever vu que c'était connoté Edge. Je me l'écoute encore. J'aime vraiment beaucoup ce thème. Où vraiment là il devient leader un peu dark, un peu mystique, on l'a dit. Il va se couper les cheveux pour moi qui est une connerie absolue. Parce que je trouve que ça lui va beaucoup moins bien. Il va pusher Finn Balor, tenter de pusher Finn Balor, mais en fait ça va emmener à la trahison du Judgment Day sur Edge. Finn Balor va dans le clan avec eux, et Edge se fait out du clan et il tourne face. Tu m'avais expliqué qu'aussi Edge, ça le saoulait, qu'il n'ait pas la liberté créative qu'il voulait. Exact, ça le gavait, et en plus il y a eu pas mal de blessures à ce moment-là, ça manquait de face, et en fait Vince McMahon il a dit il faut que tu retournes face, on a besoin de toi en tant que face. Donc du coup lui, un bon soldat, ça le saoulait, mais il l'a quand même fait. C'est à ce moment-là où il va même venir dans sa rivalité avec le Judgment Day, il va venir en The Brood. D'accord, ouais. Il va même faire le Black Bath, parce que faut pas mettre de sang, on peut pas faire les Blood Baths, donc du coup on fait du Black Bath, où il fait tomber de l'encre sur tout le monde, tu vois, comme du sang. C'est bon, ils peuvent le mettre en rouge, là, c'est pas choquant. Hein, non, mais tu sais, les Américains. Hein. Voilà. Ça va amener aussi au turn de Dominic Mysterio aussi. Il sera dedans. L'une des plus grandes réussites du Judgment Day. Oui, l'une des plus grandes. On en a parlé plein de fois. Rhea Ripley aussi, et Damien Priest aussi, mais Dominic, c'est parfait, quoi. Et il vote, et pour moi, son dernier WrestleMania, je trouve que c'est une connerie absolue, parce qu'il défonce le démon. Je comprends pas pourquoi Finn Balor n'a pas gagné ce match. Encore maintenant, je comprends pas. Donc c'est Hell in a Cell, encore une fois. Donc le démon Finn Balor contre Edge, et Edge le dégomme. C'est compétitif. En plus, Finn Balor se fait une jolie ouverture où il se fait arracher la moitié du crâne, et Edge gagne à la fin. Donc ok, le démon, il était déjà plus trop invincible, déjà il y a eu Roman Reigns dans le match incompréhensible où il y a je sais pas quoi, un éclair qui tombe du coin et Roman Reigns il gagne sans rien faire. C'était à chier ça, parce qu'on n'avait pas une explication. Et face à Edge là, en fait Edge il prouvé que le démon clean. Pourquoi ? Ouais, puis surtout que le personnage du démon, il y avait, alors moi j'ai jamais été grand fan. On en parlera une fois. Mais il y avait une certaine mystique autour de lui. Aura, ouais. Ou quand il était en démon, c'était pas le même catcheur. Je crois que même que dans les jeux WWE 2K, quand tu prenais Finn Balor en normal, il avait une certaine note, et quand tu le prenais en démon. Ah oui, ils ont pas les mêmes stats, ça je me rappelle, voilà, c'était censé être
la partie sombre De Balor et sa de partie Balor puissante, en et fait. sa partie la plus forte. Ouais, c'est ça. Et là, il se fait perdre. Bon, alors c'est pareil, tu perds contre Roman Reigns, après tu perds contre Edge. Bon, bah voilà, ton personnage du démon, il a Il est plus de fini. raison, il Bah, est mort. derrière, je crois qu'on l'a plus jamais revu, là. Bah, c'est pas plus mal. Mais je crois qu'à un moment, lui aussi, il avait dit qu'il voulait plus le ramener. Ouais, le problème, c'est que là, si on fait un peu d'actualité, c'est en train de le teaser en haut, hein. Ouais. Parce qu'on voit des images de Finn Balor démon dans les arrière-plans, hein. Ouais, bah, ils vont le faire revenir. Voilà. Mais du coup, je comprends pas parce que Edge, il est en fin de carrière à ce moment-là. Si c'était son but, c'était de faire monter, d'avoir créé le Judgment Day pour le monter, le but c'était de pousser ces mecs-là. Il fallait faire gagner. Voilà, parce qu'encore une Finn fois, je le Balor. répète, c'est Serpire Balor, quoi. Le pauvre, lui, son booking est mon dieu. Et on arrive à sa fin de carrière WWE où il fait son dernier match à SmackDown contre Sheamus. Parce qu'il avait jamais affronté Sheamus, donc il avait envie. Ils font un excellent match. Ils se font un câlin à la fin, et Edge y part. Fin de contrat. Fin de contrat, il ne renouvelle pas. Et surtout qu'il avait déjà eu des pieds nés par la WWE. D'accord. Et c'est là où, en fait, on va prendre sa nouvelle aventure à la WWE. C'est Où ça. tu vas nous expliquer ça un petit peu. Ouais, ça. Juste avant que tu nous parles de la WWE, c'était bien son run WWE? Pertinent, je veux dire? Je le nuance, en vrai. Parce que je te cache pas que moi, je regardais toujours à cette époque-là. Ouais. Mais tu vois, tout ce que tu viens d'expliquer, j'ai l'impression de pas m'en souvenir. Bah, parce qu'en fait, pour moi, c'est les décisions qui étaient mauvaises. Ben, je sais qu'aussi, la période Covid, ça m'encourageait pas à regarder les shows. Oui, bah oui, forcément. Donc, un peu de pay-per-view, les WrestleMania, les trucs comme ça. Mais, En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que durant la fin de son run, c'est qu'il aurait dû servir vraiment à ce que même lui voulait pusher, et qu'en fait, on le faisait gagner. ouais. Et en fait, ça, c'est une erreur. C'est en fait, il gagnait souvent les rivalités à la fin. Et ok, c'est un gros nom et tout ça, mais il devait s'en rendre compte. De toute façon, c'est toute cette période-là où il misait que sur les part-timers. Ouais. Tous les part-timers, c'était eux qui gagnaient les rivalités, c'était eux qui étaient mis en avant, et on n'arrivait pas à mettre en avant les futurs. C'est quand même bien d'être sorti un peu de cette génération de part-timers. Bah, merci. Un petit peu. Merci Triple H et bon, on débarras à Vince McMahon, hein. Ouais, et puis merci Cody Rhodes d'être là à plein temps. Aussi, ouais. Parce que je pense qu'il aurait très bien pu négocier d'être là moins souvent, mais Cody Rhodes, il est quand même là tout le temps. C'est pas dans sa mentalité. Et ça, j'aime bien, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un là. J'ai adoré le règne de Roman Reigns qui a duré plus de 1000 jours. Mais bon, à un moment, il y a des fois... Moi, j'ai adoré la première partie, ouais. La deuxième, j'ai beaucoup moins aimé. Après, voilà, parce qu'après, c'était long. C'était long et on le voyait jamais et machin, donc ça me gênait, quoi. Alors, Edge à l'AEW. Oui. Je sais que toi, on va casser un peu ton image de hater AEW. Ce qui est pas le cas. Voilà, c'est pour ce que je dis, on va la casser. T'as été un très gros suiveur de l'AEW à ses débuts. Ouais, dans les 2-3 premières années, j'ai vraiment suivi tous les weekly. Je me rappelle, tu m'en parlais, tu me disais il faut absolument que tu vois ça. Quand il y a eu la promo MJF CM Punk par exemple, tu m'as demandé de la voir et tout, il y a pas de problème. Maintenant, tu me dis tu suis un peu moins. Je suis beaucoup moins, mais en fait, je suis le catch en général beaucoup moins. Voilà, on a moins le temps, on a vieilli, on travaille, bref, c'est plus compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sans rentrer dans tous les détails, mais pour clôturer un peu cette carrière de Edge à l'AEW? Donc, son arrivée est géniale, parce qu'en plus, aussi bizarre que ça puisse paraître, la WWE n'avait pas posé de marque déposée sur le nom Rated R Superstar. Donc, du coup, il a pu le conserver. Et sur Metalagus. Donc, du coup, il vient avec tout son packaging. C'est un peu comme CM Punk qui a pu mettre Living Color partout. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tant mieux, parce que au moins c'est vraiment reconnaissable et il n'y a pas de changement de thème. Puis il y a besoin. Edge, Metal Angus, c'est quand même... Sans Metal Angus, c'est vrai que c'est compliqué. Il se fait appeler par son vrai nom, Adam Copeland. Suri avait beaucoup fait la blague, et j'aurais été d'accord, il aurait dû s'appeler Sexton Arcastle. Surtout que, je vais y venir à la fin, il a changé son nom. Et c'est pourri. Vraiment, j'arrive pas à avoir un truc bien dans le nom et que c'est lui qui l'a choisi. C'est ça qui est bizarre. Ah là, il s'appelle plus Adam Copeland, là? Non. On y reviendra après. À son arrivée, il se met directement en rivalité avec son pote. Et ça, c'est cool. Christian qui était déjà là avant? Voilà, ouais, il a 2-3 matchs, machin, mais il se met avec Christian. Et c'est Christian, on en parlera dans la vidéo sur Christian parce que ça, je vais faire un gros point dessus. Il a son prime. Ah ouais? Au niveau du micro, il a son prime. Dans le in-ring, il est toujours bon. Il est limité parce qu'il a vieilli aussi, mais au micro et tout ça, et dans son personnage, il a son prime. Parce que le personnage du patriarche, c'est exceptionnel. Il est génialissime. Il a su se réinventer sur, entre guillemets, sa fin de carrière. Voilà, il est génialissime, en fait, pour te faire vite fait le pitch, il prend sous son aile un jeune, il est rentré dans la tête d'un autre catcheur connu, en fait, il a comme un Kane avec lui, c'est Luchasaurus, c'est le catcheur dinosaure. Il est rentré dans sa tête. Il a un petit jeune de 19 ans qui fait monter. Le jeune, il est avec sa mère.
Et en fait, sa mère rentre en plus dans le clan. Et c'est génial. Et en fait, il devient le patriarche parce qu'en fait, quand il a tourné il s'en était pris à un catcheur qui s'appelle Jungle Boy, qui est génial aussi, donc la rivalité était vraiment bien. Et en fait, dans toutes ses promos, Christian, il a 0 filtre. Et en fait, il aime bien s'en prendre aux catcheurs qui ont perdu leur père. Donc en fait, dès que quelqu'un a un père qui est mort, il est là. Là, c'est sympa, ça. Et il y va comme un bourrin. Vraiment, dans les promos, il est sans limite, quoi. Donc c'est assez violent. Donc j'aime beaucoup. Et en fait, il devient, comme je dis, le patriarche. Donc en fait, dans son clan et tout ça, et il est mégalomane, c'est lui le père à tout le monde. Parce que souvent, quand il affronte les adversaires qui ont perdu leur père, il va dire, c'est moi ton père. T'auras un vrai visage paternel parce que ton père c'était un tocard et il est mort. Maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est moi. Et c'est ce qui a marché avec le jeune, avec Nick Wayne. Et en plus, le fait que sa mère est devenue un personnage à l'écran et qu'elle est entre guillemets l'amante de Christian, c'est parfait. C'est bien écrit, ça. C'est bien écrit. Franchement, c'est vraiment bien écrit. Et en fait, Edge arrive, une promo géniale où justement il dit voilà, je sors de ma zone de confort, je ne suis plus à la fédération d'avant, j'ai envie de faire des choses et j'ai envie de finir ma carrière avec tonton Jay. Donc du coup, il casse un peu le kayfabe en donnant le vrai nom de Christian. Il dit voilà, ma fille me regarde, elle a envie que je fasse un dernier run avec tonton Jay Rizzo, quoi. Christian arrive, Edge fait un speech magnifique, vraiment, il est génial son speech et tout ça. Il lui tend les bras pour faire un câlin. Christian lui fait un câlin. Il dit pas un mot, hein. Pendant qu'il fait un câlin, il lève le micro à sa bouche. Go fuck yourself. Va te faire foutre. Et il se barre. C'est génialissime. Donc, Edge reste comme un con. Adam Copeland reste comme un con. Christian, il dit, tu vas pas me la faire. Et en fait, il rentre en rivalité, qui devient assez très vite personnel, avec beaucoup de matchs hardcore et tout ça. Les deux, à 50 piges, ils nous font des bonnes dingueries, hein. Besoin de couleurs, hein, comme je dis, hein, des stipulations. Je crois même que leur match de rivalité finit sur un I Quit match où Edge a une... Oui, parce qu'il s'en sert encore maintenant. Il a une nouvelle arme de prédilection. C'est un genre de madrier en métal avec des pics. Ah, sympa, ça. Genre en mode fakir. Et en fait, il les met en dessous des testicules de Christian qui est obligé d'abandonner. Hein. Qui est obligé de dire I quit, quoi. Parce que là, c'est plus possible, quoi. Sympa. Sympa. Il a des rivalités un peu sympas contre Darby Allin. En fait, il a des bons matchs. Vraiment des bons matchs. Il aurait une rivalité assez suivie contre Aleister Black. Aussi. Il prend le titre TNT. Il prend des titres secondaires importants. Je sais plus contre qui. C'est quoi l'équivalent du titre intercontinental ou américain, US? Je suis désolé, je sais même plus contre qui et comment il le perd. Mais bref, je sais qu'il prend une fois un titre, même 2 fois. Après, c'est le catcheur le plus titré de l'histoire de la WWE. Ah oui, non, mais le dire, ouais. Au niveau du nombre de titres, c'est le catcheur le plus titré. Et il rentre en rivalité contre la Maison du Noir, donc contre Malakai Black, anciennement Aleister Black. Très bonne rivalité, mais comme on sait que de toute façon là son contrat est fini à Malakai Black, c'est fini. Voilà, il a été très mal utilisé. Et aussi, je pense que Toto Hunter, il serait pas contre de le reprendre, ouais. Reviens. C'est peut-être l'une des seules rivalités pertinentes de Malakai Black face à Adam Copeland. C'était assez sympa. Où justement, je te dis, il fait revenir Gangrel. Sauf que je sais pas si c'est de l'ego ou qui se sent trop fort, notre bon ami Copeland. Il fait un spot qu'il n'aurait jamais dû faire à son âge. Il est du haut de la cage et il fait une descente du coude de la cage sur Malakai Black et sur une table et il se débranle la cheville. Il se blesse. Quelle idée à 50 piges de faire ce saut-là. Bah, je pense toujours au film Les Vieux de la Veille reconnaîtront L'Arme Fatale. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est exactement ça. Donc du coup il le fait, il se blesse. Au moins il a mis Gangrel à l'écran, c'était sympa. Et il a fait son retour assez récemment. Pour s'en prendre à Jon Moxley, qui est le champion à l'AEW. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus en ce moment il y a beaucoup de critiques à l'AEW à cause du main event. Et je les comprends. Parce qu'en fait je pense que, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est qu'à l'AEW, ils sont un peu trop libres. Les catcheurs, ils se bookent un peu trop eux-mêmes. Il n'y a pas assez de contrôle. Et en ce moment j'ai l'impression que Jon Moxley vampirise le truc. Il est dans une storyline qui a très bien commencé, mais qu'on sait pas où ça va. On sait toujours pas où ça va. Et ça me gêne. Et en fait, du coup, il se met face à Edge. Et il y a tellement de grosses stars et de jeunes à faire monter à la WWE que c'est pas normal que ce soit ces deux mecs-là en rivalité qui prennent le main event. Ils ont une rivalité courte, pourquoi pas, mais ça devrait pas être pour le titre, je pense. C'est mon point de vue. C'est le point de vue de beaucoup de gens. On va pas juger. Et donc du coup, Edge Adam Copeland décide de se renommer. Et là, je vais te dire à quel point c'est à chier. Il s'appelle Cope maintenant. Ah donc ouais, ok. Donc c'est pour ça permet aux gens de chanter Cope. Non, ouais, c'est comme Edge à l'époque, il aimait pas le nom Edge parce qu'on pouvait pas chanter dessus. Je suis désolé, Cope, on peut pas chanter dessus. Bah, je préfère Adam Copeland, quoi.
Garde ton nom, au pire. On pensait que ça Dark Castle, tu vois. Mais Tu tiens à celui-là. Ah oui, j'y tiens. Je suis d'accord avec Sturi là-dessus. Mais du coup, il se fait appeler Cope maintenant. Il est en allié, il a les FTR pour aller affronter Les FTR, c'est l'équipe qui avait avant la WWE, non? aussi, ouais, qui font partie de l'une des meilleures équipes. Des meilleures équipes du monde, mais que la WWE n'a pas voulu s'en servir convenablement. C'est ça, et qu'à la WWE, ils s'en sont bien servis, ils s'en sortent quand même relativement bien, on va pas le nier. Donc il les a en partenaire, et il s'est mis en partenaire parce qu'ils affrontent le Blackpool Combat Club, donc le clan de John Moxley. Ok. Donc où il y a Claudio Castagnoli, Cesaro dedans, William Luta, un jeune qui est génial, et il y a Neville, Pac, Ouais, ouais. Pac, Ah ouais, Neville ouais. dedans, de vrai bon clan de Bourrin, et Marina Shafir, la femme de Roderick Strong, l'une des Four Horsemen du MMA, qui a marché à la WWE, mais qui est là-haut, et qui est la garde du corps de John Moxley. Donc c'est génial par contre ça. Parce que c'est ça qui est con, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont géniaux dans tout ça, mais c'est la storyline et le booking de la storyline que je trouve vraiment désastreux, dans ce que je vois, dans le peu que je vois. Et Adam Copeland, donc Cope, s'est mis aussi en partenaire Jay White, qui était l'un de mes catcheurs préférés durant l'époque de New Japan, et que je trouve que comment il est utilisé à la WWE, ça me dégoûte. Parce que lui, c'est vraiment l'un des catcheurs que j'imagine en tant que méga star de n'importe quelle fédération. Et là, il est faire valoir. Il est pas faire valoir, mais le mec, c'était l'un des meilleurs heels de tous les temps, vraiment littéralement. Et en fait, là, il est face. Il est dans des rivalités des fois sympas, des fois un truc, mais il n'est pas utilisé comme il devrait pour moi. Et la rivalité est encore en cours. Là, il va y avoir le gros pay-per-view de la WWE Révolution dans pas longtemps. Et c'est Cope contre John Moxley. On verra bien ce que ça va donner. D'accord. Finalement, de son retour, son passage à la WWE est mieux que son passage à la EW, ou qu'est-ce que tu penses? Non, je pense que c'est équivalent tous les deux, en fait. C'est des décisions de booking qui gênent, en fait. Ouais. Il est bien utilisé dans la globalité, mais en fait, c'est des décisions qui sont discutables et qu'en fait, j'ai l'impression que malgré que ce soit une méga star, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas marquant. Et même la EW, regarde, là, il y a pas si longtemps, hein. J'ai même pas été capable de te dire contre qui il a pris des titres et des trucs comme ça. Parce que c'est moins marquant. C'est moins marquant, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu. J'ai l'impression que notre bon truc, notre bon Edge, ça durera peut-être un peu trop longtemps. Après, pour lui, si ça lui plaît, j'ai pas à juger, mais j'ai l'impression qu'il commence à devenir un peu comme les vieux has-been, un peu comme Chris Jericho actuellement aussi. Ouais, je pense qu'après, comme tu disais tout à l'heure, il avait cette envie de finir sa carrière. Finalement, c'est bien, t'as pu la finir, et là, on a l'impression que tu tires sur la corde, quoi. Et donc, du coup, il y a pas mal d'anciens catcheurs comme ça, où on a l'impression qu'ils deviennent un peu has-been. On les adore, mais en fait, on a plus trop envie de les voir. Oui, ou plus aussi haut. On veut pas les voir dans le main event. Et du coup, la WWE qui critiquait beaucoup au début la décision de mettre des part-timers ou des vieux en avant, bah, ils font un peu ça en ce moment. Parce qu'ils ont tellement de catcheurs jeunes qu'il faut pusher, qu'il faut mettre en avant. Là, actuellement, l'une de mes plus grosses déceptions, c'est l'utilisation d'MJF, quoi. Ouais. Alors que c'est lui. Un heel naturel en plus. Ouais, c'est lui qu'il faut mettre en poster boy partout, quoi. Moi, j'aime bien Derby Allin, par exemple, Darby Allin, il est génial aussi. À la EW. Mais en fait, il y a des anciens catcheurs vétérans qui prennent un peu trop de place. Et John Moxley, que j'adore, je le critiquerai pas. Je vais juste faire une toute petite critique où je pense que lui aussi, ça lui montait un peu à la tête. Et en fait, comme il est la plus grosse star, en fait, il laisse pas assez de place. On a l'impression qu'il choisit ses adversaires et il laisse pas de la place au jeu. C'est un peu le mec qui a eu du mal à avoir cette place-là. Et maintenant qu'il l'a, il a peur de, s'il la lâche un petit peu, qu'on lui enlève définitivement, quoi. Alors que c'est pas le cas, quoi. Parce que les fois où il n'était pas dans le main event, il était très pertinent, pour le coup. Toutes ses rivalités sont pertinentes. Mais là, j'ai l'impression que, parce qu'en fait, c'est lui qui a créé cette storyline, et en fait, on sait pas où ça va. Il y avait des rumeurs et des trucs comme ça, et en fin de compte, ça continue. Pour te dire, en fait, le titre AEW, on ne le voit même plus à l'écran. Ouais. Il est caché dans une mallette. Parce qu'il avait dit dans une promo qu'il voulait détruire la fédération, que voilà, vous voulez changer, maintenant ça va être ma fédération. Il y a une rumeur à propos de Shane McMahon, je sais pas si tu te souviens. Oui. Et en fait, on n'y est toujours pas. Et en fait, il a pris en otage la AEW, en fait. En fait, c'est son clan, il a pris en otage la AEW, mais on ne sait pas pourquoi et où ça va. Ouais, en fait, la storyline, elle est pas cohérente. Même eux, ils doivent pas trop savoir. Je pense vraiment qu'ils ne savent pas. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je m'y remettrai sûrement. Révolution, j'ai regardé. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé la PPW, pour moi, je les achetais tous. Ouais. Parce que je veux donner de la force à Norbert Feuillant. Donc, j'ai envie de les acheter pour les écouter en français. Je pense que ce PPW-là, je vais le regarder, comme ça, je me referai un peu un avis récent. Ouais. Parce que là, c'est vrai que ça fait 1 an et demi, un peu plus, que je ne suis plus assidûment. Je suis des trucs par-ci par-là, je regarde juste les matchs qui m'intéressent, les 2-3 segments qui m'intéressent. Mais là, je vais essayer de me remettre dedans. Ouais, c'est bien, comme ça, tu pourras nous donner
ton ressenti sur la suite de la carrière d'Adam de Copeland, Edge, de d'Adam Cope. Copeland, de Cope. Cope, quoi. Eh ben Messiah, je te remercie, c'était une super émission. On a encore une fois parlé de beaucoup de choses. Oui. Moi, ce qui m'impressionnera toujours, c'est que des émissions comme ça, tu arrives à les faire entièrement de tête. Oui, parce que petit truc d'insider, on savait pas trop quoi tourner aujourd'hui. Bah, on hésitait sur plusieurs sujets. Sur plusieurs catcheurs, et là, certains, j'avais dit à Thomas, je préfère me documenter quand même un petit peu avant, parce que au niveau de la chronologie, j'ai pas envie de me foirer. Je lui ai dit, par contre, Edge, tu veux, on peut la faire comme ça. Normalement, je me tromperai pas. Donc vous nous excuserez s'il y a eu quelques petits passages à vide, c'est normal, c'est pas toujours simple. Les amis, bah, je compte sur vous pour continuer à nous donner de la force, continuer à vous abonner surtout, hein, et puis ben j'espère que cette émission elle vous plaira. Messiah, je te remercie. Je te remercie à toi aussi, et abonnez-vous, les amis. Et ben c'est très important. Salut, salut. Salut!